Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a le plaisir de recevoir de nouveau Madame Morgane Merteuil. Comment ça va? Ça va. T'es fatiguée c'est compliqué, on est tous... Je suis plus fraîche. Vous êtes trop loin avec la fiche. Hey, il faudra qu'on se rapproche un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bien, on nous voit et tout. C'est la première fois qu'on te reçoit ici dans les nouveaux bureaux. Ouais. Parce que c'est nos nouveaux bureaux. C'est plus cool que les autres, hein, c'est plus sympa. Ouais, je kiffe. C'est moins grand, mais c'est plus sympa. Morgane Mortel, c'est quoi ce truc de Morgane Mortel? T'as pas vu, c'est... je sais plus comment il s'appelle, désolé, je retiens pas les pseudos. Qui a fait une BD, tu sais, là, il y a le tome 2 déjà qui est paru. Ah oui. Dans la première, je crois, je m'opposais à des féministes réac, genre. Et la deuxième à des FAF. Non, ou la deuxième à des féministes réac. Et la première à des FAF. Enfin, bon, un peu. C'est un peu la même chose. Mais c'est quelqu'un qui fait ça, c'est rigolo. Mais non. Je sais pas si quelqu'un a le lien, vous enverrez le lien des BD, mais oui, je me rappelle. En plus, j'aime bien le et du coup, petit il a style. fait Morgane Mortel et c'est rigolo. T'es fière d'être sur une BD maintenant? Ça me fait rigoler. Tu montres. D'accord. Alors, très vite, parce qu'on va pas parler très longtemps de ça. Ça va bien depuis la sauce que tu t'es pris? Laquelle? J'en suis la dernière. J'en suis prise 2 ces dernières semaines. Ah ouais, semaines. il y a eu quoi? Il y a eu Zawa et il y a eu le foot. Attends, le foot, j'ai pas le foot. Ah, je me suis pris cher, hein. Bon, Zawa, ça va. Moi, je me rappelle de Zawa, ça va. Ça va mieux. Oui, non, ça a duré 48 heures. Oui. Ça a dissipé des malentendus, c'est très bien. D'accord. Et le foot, il s'est passé quoi? Tu sais, j'ai dit que c'est bon, il fallait arrêter de saouler, quoi. Ah, d'accord. J'avais pas vu que tu avais fait quelque chose sur le foot, mais justement, on voulait discuter de ça. Ouais, non, je m'en suis pris plein la gueule aussi, hein. D'accord. Beaucoup moins. Ok, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas remarqué, parce que Zawa, tu t'en es... Ouais. Non, mais parce que, encore, tu peux te prendre des sauces et parfois il va y avoir des contre-arguments. La Zawa, c'était des insultes, hein. Ouais. C'était des... Mais bon, toi, t'as l'habitude de ça. Tu t'en fous. Je m'en fous. Et quand ça charge trop mon téléphone, je fais filtrer les notifications. Tu masques. Rien à foutre. Il y a moyen de zoomer un peu. Alors moi, je sais pas comment faire si il y a. Pourquoi ils veulent nous voir de plus près? Ouais. Ça a l'air bien là, non? Je sais pas si quelqu'un pourra le faire parce que moi, je vais faire des bêtises. Ouais, je vais faire des bêtises si on doit. Parce que c'est un truc grand angle. Moi, je vais pas toucher parce qu'après, si ça marche plus, ils vont dire que c'est de ma faute. Donc, on va pas revenir sur le truc Zawa, on va revenir sur la polémique. D'abord, et après on discutera un peu de chill, un peu tranquille, sur le marxisme. Mais, et on verra si Romain se rappelle qu'il a une émission. Et ben écoute, juste avant, sur la polémique avec le PSG, là c'est le gros débat du moment. Et moi je suis un peu étonné par ce débat parce que je pensais qu'on était qu'on était passé à autre chose. Et donc juste pour remettre en contexte, samedi, il y a eu la victoire du PSG en Ligue des Champions. Un match que tu es allé suivre d'ailleurs, c'était bien? Tu m'avais demandé. Ouais. C'était bien, vous avez kiffé? Ouais, du coup on a été. Parce qu'on m'a dit que tu étais avec un groupe de filles? Ouais, j'étais avec deux nanas du Québec, de la revue Ouvrage. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion d'en parler. La revue Ouvrage sur Internet qui fait un super taf. Merci les gens. D'utilisation des théories et des thèses opéraïstes et qui les utilise vraiment dans une pratique militante aujourd'hui, syndicale, etc. Et c'était grave... Bref, c'était l'occasion de parler d'Ouvrage. Mais du coup... comme elles étaient en mode un peu touriste à Paris, on a été faire le tour, ce qu'il y avait à faire à Paris un samedi soir ce jour-là. Donc mater le match et après aller regarder la fête. Donc ça fait, et donc vous étiez 3 meufs. Ouais. Et vous avez fait la fête là-bas. Ouais. Donc mais je crois que c'était totalement interdit aux meufs. En plus vraiment moi j'étais en jean normal et elles étaient vraiment en touriste, petite robe sandales. Il n'y avait pas plus meuf. Ouais. Et elles ont kiffé? Ouais, de ouf. Vous étiez vers quel coin, vous? Le match, on l'a regardé, je sais pas, genre pas très loin de République. D'accord. Et après, quand on a senti que c'était la fin du match, parce que bon, il y avait 4-0 déjà, on est parti un petit peu avant la fin du match. Et du coup, on a vu la fin, parce qu'il y avait plein dans toutes les rues, tu vois, sur les terrasses, machin. Donc, on a regardé la fin en avançant comme ça vers Répu. Il commençait à y avoir un peu de monde. Et du coup, moi, je leur ai dit, venez, on va sur les champs. Et du coup, on a pris le métro pour essayer d'aller sur les champs. Ah, vous avez essayé d'aller sur les champs? Ouais. Ah ouais, vous aviez pas peur? Bon, non. Enfin, peur de quoi?
Des flics, moi, Oui, c'est ça que je pensais. oui, non, mais je bien sûr. pensais pas au... Mais bon, tu vois, on savait ce qu'on risquait vis-à-vis des flics. On savait aussi que, je sais pas, c'est pas ça qui devait nous empêcher, quoi. Ouais. Et donc, vous avez passé une bonne soirée Alors, on n'a pas pu accéder aux champs. Ouais. Parce que les flics, ils bloquaient l'accès, parce qu'apparemment, sur les champs, c'était déjà un peu le bordel depuis 1 heure ou 2. Et du coup, là, ils laissaient plus de nouvelles personnes accéder. Du coup... on était on était au milieu d'un groupe de, je sais pas, 500-600 personnes à se prendre des murs à chaque fois, quoi. C'était vraiment ambiance gilets jaunes. En plus, c'est dans ces quartiers-là, tu sais, où tu vas pas d'habitude. Oui. Où tu es allé juste pour les gilets jaunes, quoi. Et pour les fêtes, quoi. Bah ouais, oui, voilà. Ouais. Mais les gilets jaunes sont peut-être une fête. Peut-être. Ça sera le titre de mon prochain ouvrage. Et du coup, non, c'était cool. D'accord. Et donc... On a vu que c'était bonne ambiance, comme tu dis, mais... Désolée. Il y a eu beaucoup de heurts. Il y a eu beaucoup de dommages matériels. J'ai vu une vidéo de Frontières qui ont fait un reportage. Il y a eu une voiture brûlée. Ouais. Ils l'ont filmé pendant 3 minutes, la voiture brûlée. Ouais, nous, il y avait aussi tout un tas de vélos brûlés. Donc, et c'était assez mignon, parce que du coup, j'ai commencé à discuter avec des gars. Et il s'est trouvé qu'ils habitent juste à côté de chez moi, la cité derrière. Ah ouais? Ouais, et du coup, ils ont commencé à m'expliquer pourquoi. Parce que je voyais bien qu'ils gardaient grave le feu et tout quand un riverain voulait l'éteindre. Ah oui, vous voulez garder le feu vivant? Oui, et du coup, je leur faisais des blagues sur vous êtes les gardiens du feu et tout. Et du coup, il m'a expliqué non, mais tu vois, c'est pour pas que les flics viennent, comme ça on reste tranquille, nanana. C'était bien ambiance en vrai. Comment ça, ils veulent... La technique, c'est de garder le feu pour que les flics ne viennent pas? C'est le principe d'une barricade, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui, c'était au milieu de la route. Ok, d'accord. Mais du coup, c'était mignon parce qu'il m'expliquait le principe d'une barricade. Oui, il devait pas se connaître ton parcours politique de barricadeuse. mais voilà, pour dire qu'il y avait moyen que ce soit très bonne ambiance en vrai. Même y compris, parce que c'est un débat que j'ai eu sur je sais plus quel mur, tu sais, ce truc d'opposer un peu les pacifistes aux casseurs et à ceux qui mettent le feu. Et en fait, c'est potentiellement les mêmes parce qu'en fait, tu peux aussi mettre le feu par projet pacifique. Empêcher ça va bloquer la violence des flics, tu vois. Pourquoi il m'a enlevé mon... Ah oui, d'accord, pour avoir le retour. Merci Samuel. Mais aussi, veut dire, tu peux être un moment pacifiste et un autre moment foutre le feu. Genre, il n'y a pas que des gens qui font que foutre le feu et que des gens qui sont pacifiques, quoi. Ouais. Puis après, je suis désolé, mais il y a quand même... Tu te fais encore plus la fête avec... il y avait plein de feux d'artifice. Catégories de personnes, oui, voilà. L'ancienne, elle a dit mur. Pourquoi mur? J'ai pas compris le foutre le feu. Et donc, il y a des questions qui reviennent souvent. Ils demandent, est-ce que tu condamnais les violences? Non. Tu condamnes pas? Non. D'accord. Et on fait quoi face à ces violences? Je sais pas, il y a eu quoi comme violence? Il y a une voiture brûlée, l'assurance, elle va payer. Des il y a Vélib. Eu le foot sous l'Ocker, on essaie de pécho des chaussures si on peut. Et... 150 balles la paire. Ouais. Moi, ça me fait rire les gens qui disent le foot l'Ocker. Ah ouais, t'es là-bas, t'as moyen de trouver une paire. Évidemment, tu le pécho. Ou alors, faut être débile. Moi, si tu la prends pas. C'est genre, tu défends les intérêts de Foot Locker. Oui. Tu vois, t'es là, genre. Ils ont travaillé dur. Alors, oui, il y a des gens qui ont travaillé dur pour Foot Locker, mais c'est pas ceux. Oui. Je pense que les gens qui ont travaillé dur pour Foot Locker, s'ils avaient l'occasion de prendre des baskets, ils les prendraient. De ouf. Et donc, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. En fait, moi aussi. En fait, ce qui était. Il y a eu tout un récit monté depuis 2 jours civile. Avant, de préparation, nanana. On va barricader les champs, etc. Enfin, comme ils faisaient pour les gilets jaunes, etc. Quoi. Vraiment présenter, anticiper le fait que ça allait être comme ci, comme ça, etc. Merci Morgane d'être là parce que TikTok féministe anti-arabe, on en peut. Allez, tu vas voir sur TikTok. Je TikTok, mais j'avoue, j'y vais jamais. Je te promets, j'essaie de rien dire parce que de toute façon, moi, si je fais une critique, ça va être masculiniste. Mais le niveau, parfois, mais c'est vraiment, j'ai l'impression de revenir. En fait, on est vraiment en arrière, quoi. C'est vraiment. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que au nom du féminisme, il y a vraiment un dispositif qui se met en place, qui est le même dispositif que l'extrême droite, quoi. C'est-à-dire qu'on va extraire une scène. Oui, j'ai vu la scène avec les meufs dans la voiture qui se font emmerder par les gars. Ouais, c'est pas cool. Mais du coup, c'est plus que pas cool. Je veux dire, oui, c'est une agression, tout ce que vous voulez, etc. Après, on extrait cette scène.
pour accompagner, illustrer, enfin faire la preuve d'un récit selon lequel les supporters de foot, les célébrations supporters de foot et tout, sont essentiellement masculinistes, virilistes, sexistes et violentes envers les femmes, dans un contexte précisément où ces supporters des foot sont déjà la cible de l'État, de la répression d'État, parce qu'on sait bien qu'à Paris, les supporters du PSG, notamment quand il s'agit d'aller faire la fête sur les champs, etc., c'est beaucoup les mecs qui descendent des quartiers, des cités, etc. Et du coup, en fait, participer activement à ce même récit de propagande raciste, c'est méga craignos, quoi. C'est méga craignos, parce que ça donne du repose crédit sur en fait dans les récits fachos, oui, des fois aussi ils partent de trucs vrais, quoi. Tu vois, la petite Lola, etc. En fait, c'est il y a eu vraiment un truc de violence. Il y a des choses qui sont arrivées, qui dans une société barbare dans laquelle on est, évidemment qu'il y a des crimes terribles qui arrivent, y compris commis par des immigrés, etc. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et en fait, est-ce qu'on s'en sert comme point d'appui de tout un récit qui va stigmatiser comme masculiniste, particulièrement sexiste, etc., des populations, notamment les mecs noirs et les arabes, ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose d'un peu plus intéressant ? Les Gilets jaunes avaient des revendications sociales. Là, les jeunes foutaient le bordel pour du foot. Ça n'a rien à voir. En fait, moi, je vais revenir sur ça, le truc des Gilets jaunes, de la revendication. Déjà, les jeunes foutaient du bordel. Déjà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le bordel a totalement été provoqué par les jeunes ? Parce qu'il faut voir le dispositif policier qui a été mis dès le départ. Et en fait, moi, il y a un truc qui est tout simple, c'est comment ça se fait ? On a quand même le PSG en finale de la Ligue des Champions. On sait que c'est un événement attendu. On sait que plein de gens n'attendent que ça, veulent faire la fête et tout. Ça va être un événement festif. Rien n'a été fait. Oui, les fan zones. Il y a pas, je veux dire, on s'est pas dit, ça serait peut-être intéressant d'avoir un moment où on sait que des gens vont venir, donc peut-être faire des fan zones dans les Champs-Élysées et tout. Non, le seul dispositif qu'on a mis, c'est les flics. Les flics qui d'ailleurs attendaient que ça. Ouais, bien sûr. Je pense le gazage et tout, je pense qu'il y a aussi un truc de provocation et aussi sur foutre le bordel déjà. Moi, je pense que dans ces événements populaires comme ça, il y a toujours le bordel. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Et c'est pas quelque chose qui est fondamentalement négatif. Parce que à quel prix l'ordre est maintenu au quotidien ? Je veux dire, moi, les Champs-Élysées, c'est un endroit précisément où je ne vais jamais et parce que c'est horrible en fait. Ça, c'est comme quand tu vas dans un centre commercial et tout, si t'as des thunes à claquer, machin, tu vas un peu. Voilà, mais en fait, sinon, c'est pas du tout la vie, ces trucs-là. Tu sens bien que l'ordre qu'il y a dans ces zones-là, franchement, je préfère le bordel à cet ordre-là. Oui, mais en plus moi, je viens de me rappeler, mais il dit qu'il n'y avait pas de revendication politique. Je suis désolé, mais t'as plein de supporters qui parlaient de la Palestine. Ouais. T'avais des fuck Israël, t'avais des fuck Macron. Donc, c'était pas des gens qui étaient juste pour le foot, tu vois. Et puis, il y a je veux dire, s'il y a une envie de foutre le bordel, cette envie de foutre le bordel, elle vient pas de nulle part. Surtout sur les Champs-Élysées. Mais oui, voilà, il y a alors, c'est pas toujours verbalisé en tant que tel, on fout le bordel parce que Macron, etc. Parce que c'est un sentiment, je pense, des affects beaucoup plus diffus que ça. Mais, je sais pas, une manière comme ça de faire la fête qui s'exprime, de toute façon, c'est pas anodin et ça s'explique. C'est pas juste des gens qui sont fous et qui sont violents, en fait. Est-ce que c'est pas aussi une réponse vis-à-vis de la montée du masculinisme ces derniers temps ? Une montée dans les... Ah, tu veux dire les féministes sur TikTok ? C'est vrai qu'on se plaint des pipous sur TikTok et tout, mais c'est pas pour autant qu'on est en mode... Il n'y a pas un grave problème aussi de la montée de l'extrême droite. Même, j'ai l'impression qu'il y a un retour des gens de certaines figures qu'on pensait un peu disparues, des Papacitos, des Raptors dissidents, qui reviennent en force et tout. Mais en fait, moi, le truc qui m'a vraiment dérangé, c'est en fait tout le discours autour de la violence des hommes. Tu vois ? Donc, il faudrait revenir sur la violence des hommes. Et en fait, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, je veux dire, il y a eu plein de tweets avec des milliers et des milliers de likes pour parler de la violence des hommes. Et je me dis, mais ok, il n'y a pas de souci. Mais on est dans une société profondément violente, tu vois. On est dans une société où, là, dernièrement, je rappelle qu'il y a 800 milliards de dollars qui vont être consacrés à l'armement.
veux dire, si tu vas dans le truc du virilisme, de la masculinité, de la violence et tout, quelle est l'institution qui représente plus cette violence que l'institution militaire, l'armement, l'armée est là, et je n'ai pas entendu ces discours sur la violence des hommes quand on parlait d'augmentation du budget de l'armée, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Il n'y a pas la violence des hommes quand les flics viennent frapper, et le seul moment où ils parlent de la violence des hommes, c'est quand tu as des gars de quartier qui viennent faire la fête dans Paris. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir est-ce que tu penses qu'elles sont de bonne foi et aveugles à cette question, ou tu penses qu'il y a quand même un mépris de... Bah, déjà, d'une part, la violence militaire commise par la France et les Occidentaux en général, elles en sont bénéficiaires. Alors, attends, excuse-moi, par exemple, tu crois vraiment que les féministes qui disent ça sont pas anti-militaires? Je vous dis pas qu'elles sont pas anti-militaires, je vous dis qu'on n'a pas entendu ces discours-là quand il y avait l'augmentation du budget de l'armée. Regardez quelle place ça occupe là, la violence des hommes aujourd'hui, avec les événements de ce week-end. Est-ce qu'on a eu les mêmes tweets avec le même nombre de likes? Est-ce que ce débat il a été apporté quand on parlait de l'augmentation du budget? Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de savoir qu'au fond d'elles, elles sont aussi contre le truc militaire si on les entend pas quand il y a l'augmentation du budget? Moi, ah non, mais elles sont aussi contre le militaire. Oui, d'accord, ouais, c'est très bien. Exprime-le, quoi. Faisons un débat public, oui. Concrètement, j'ai pas... Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, le truc militaire, j'ai l'impression que pour beaucoup de féministes, c'est un peu loin de leurs préoccupations quotidiennes, parce que il y a un truc... Alors, c'est peut-être dû en partie, effectivement, aussi à une certaine crainte de remontée d'un certain masculinisme lié au fascisme, etc. Donc, bon. Mais il y a un peu ce truc de vouloir absolument... En fait, moi, ce qui me gêne dans cette perspective, comme quand on s'était dit, enfin, toi, j'ai répondu à des tweets, ça disait, mais en fait, ces rassemblements sont de facto interdits aux femmes, etc., qui présentaient la violence, même contre les magasins, de fait comme une violence masculine, par exemple. Ouais. Les femmes casseraient pas les magasins. Alors, sociologiquement, oui, on peut toujours dire qu'il y a des femmes dans les Black Blocs, etc., etc. Maintenant, sociologiquement, on sait que c'est quand même une pratique. Les hommes ont un conditionnement qui fait que ils usent de la violence plus facilement. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi ça semble amener plein de peur. J'ai eu beaucoup de discussions sur Twitter où les meufs parlaient de la peur que ça leur provoque. Ouais. Pourquoi tu as peur quand tu vois des mecs s'en prendre à une boutique de luxe? Moi, ça, je ne comprends pas. Ouais. Comment ça se fait que tu t'identifies davantage avec la boutique de luxe du coup qu'avec le mec? Parce que, oui, d'accord. tu vois, oui. en fait, je comprends pas à quel moment tu as l'impression que c'est une violence qui pourrait se retourner contre toi. Oui. Tu comprends quand c'est les filles qui ont été agressées. Ouais. Là, tu comprends. Mais quand c'est un truc de Footlocker, comment ça se fait que... Ouais, que tu mettes tout ça dans une même violence masculine. Enfin, moi, j'ai absolument pas peur d'un mec qui casse un Footlocker, mais absolument pas. Peut-être que par ailleurs c'est aussi un connard qui va m'emmerder. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on le sait. Et que je pourrais en avoir peur pour d'autres raisons. Mais en tout cas, je vais pas avoir peur de lui parce qu'il fait une démonstration de violence vis-à-vis d'un Footlocker. Et j'ai l'impression qu'il y avait, et ça, ce que je trouve un glissement très dangereux, parce que du coup, d'un côté, tu avais Retailleau, etc., qui stigmatisait la violence, évidemment, contre les magasins. Et il parlait des barbares. Les feux, blablabla. Les flics. Et de l'autre côté, les féministes en écho qui, oui, mais de toute façon, c'est la violence des hommes, la preuve, c'est des trucs sexistes, etc. Mais du coup, ça fait que le discours que t'entends au final, c'est la violence de ces mecs contre contre le capital et les femmes. Et en fait, finalement, toute violence contre les biens matériels, anticapitalistes, pas dans le sens où ils font une violence anticapitaliste, mais dans le sens où si les flics et l'État veulent défendre ces magasins, c'est pour défendre l'ordre capitaliste. Se retrouve finalement amalgamé, quoi. Et du coup, est-ce que... Enfin, tu vois, c'est un glissement super dangereux, en fait. Si tu commences vraiment... De toute façon, voilà, c'est des barbares, ils violent les femmes, ils cassent les magasins, machin, et que les féministes accompagnent ce truc-là, quel discours féministe, du coup, sur la casse de magasins il reste? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire en tant que féministe? Est-ce qu'on peut encore dire en tant que féministe qu'on est pour... des violences pas contre les personnes, en fait. Des violences pas contre les personnes. Mais la question que je me pose, c'est aussi, ok, cette violence contre le Footlocker te fait peur, elle est problématique, elle est symptomatique de la violence des hommes, mais donc, comment t'agis directement pour protéger ce Footlocker? Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis que ça, c'est violent,
et c'est dangereux, c'est problématique, donc il faut arrêter cette violence. Ouais. Et donc ça peut donner une forme de légitimité Bien sûr. à la police d'intervenir en disant, de prévenir les violences. Et finalement, tu vois, les discours sur les soirs de match, les femmes peuvent pas sortir, etc. C'est quoi, du coup, tu es pour qu'on interdise l'accès au centre-ville, aux populations sauvages, pour que toi, le soir, tu puisses continuer à sortir comme tu veux, tranquille, etc. Alors qu'en fait, tu pouvais faire ça même quand ils étaient là, tu vois. En fait, c'était... Je dis pas qu'on s'en fout que tu veuilles sortir tranquille, mais en fait, concrètement, si tu pouvais... si t'as pas pu le faire le soir du match, c'est quand même vachement plus à cause des flics que des gars. Alors oui, évidemment, dans un rassemblement de plein de gars, il y a des connards, il va y avoir des trucs et tout, et il faut... Il y a quelque chose à agir là-dessus, mais clairement pas en amalgamant comme ça avec Retailleau sur les supporters, les faux supporters, enfin bref. Mais, ça me dépasse un peu ce débat. Mais il y a quelqu'un qui dit, Imo, ce genre de violence, ce sont des violences masculines, mais Imo, on devrait tendre vers rendre les femmes aussi violentes, mais bref. Mais moi, en fait, le truc de violence masculine, moi je suis d'accord que c'est surtout une forme d'expression de violence qu'on retrouve plus chez les hommes que chez les femmes, tu vois. Ça, il n'y a pas de souci sur la socialisation et tout. Mais là où il y a un problème, c'est que, d'accord, mais ça explique pas grand-chose. Et ça explique pas pourquoi, par exemple, si tu rassembles tout ça sur les violences masculines, ça explique pas que y a des violences masculines qui vont être dirigées vers le footlocker, et il y a des violences masculines, parce que les policiers, c'est aussi des formes de violences masculines, qui vont être dirigées vers ces gens qui violentent le footlocker. Donc, quand tu as l'analyse de la violence masculine, je veux dire, simplement dire la violence des hommes, comment tu analyses ça? Moi, j'entends jamais les violences des flics analysées comme violences masculines. Hein. Ah oui, mais c'est un problème. Je t'ai parlé de l'armée, mais je veux dire, ça, c'est aussi un problème. Mais parce qu'on est d'un génisme qui mettrait sur... qui analyse les violences masculines comme violences faites aux femmes. Ouais. Et du coup, déjà, c'est assez réducteur, parce que si on veut effectivement mener une analyse, alors qui n'est pas un paradigme que je partage, mais que je comprends, sur un patriarcat fondamental qui organiserait toute l'exploitation, la violence, etc. Ouais. Et donc, dans lequel ce que nous, on appelle le capitalisme, finalement, ce régime d'exploitation des corps, certains l'appellent patriarcat, mais au final, ça... Bon, alors il y a des différences fondamentales, mais en tout cas sur certaines analyses descriptives, mais moi, d'un point de vue descriptif, oui. On peut se retrouver, y compris avec des féministes qui parlent de ça. Mais effectivement, dans ce cas-là, on ne parle pas que de violence faite aux femmes. D'accord. On parle d'un système patriarcal qui violente les corps, alors féminins, mais aussi à l'intérieur de la classe des hommes. Il y a des hiérarchies, il y a ceux qui ont un usage légitime de la violence, etc. Or, là, c'est à nouveau pas ce qui est fait. C'est toujours cette idée de violence faite aux femmes avec du coup... alors attention, je sais à quel point ce que je vais dire peut être mal pris. Essayez de vous souvenir que je suis féministe. C'est-à-dire qu'une certaine mise en avant d'une posture exclusivement victimaire. Alors, je dis ça pas pour dire qu'il n'y a pas des meufs qui sont victimes, etc. Mais, en gros, qui essentialise vachement cette posture. Et c'est les femmes pouvaient pas y aller samedi soir. En fait, si elles pouvaient y aller. Et non, elles n'avaient pas forcément peur. Parce qu'en fait, c'est possible aussi... en tant que meuf, de pas être forcément dans une subjectivation où tu vas ressentir toute violence masculine comme une menace envers toi. Mais... Je vois pas pourquoi tu aurais une sauce pour ça. On va voir. Parce que, en fait j'ai l'air de dire que finalement, c'est dans la tête qu'on est victime. Enfin, tu vois, ça peut être pris aussi comme ça. Et c'est pas ça que je veux dire. Qu'en gros, il suffit de décider de pas être victime pour ne pas l'être. Oui. Parce qu'il y a des discours un peu masculins qui racontent ça, tu vois. Moi, c'est à la fois ça et pas ça que je dis. C'est-à-dire que, évidemment, être victime, c'est pas dans sa tête. Il t'arrive des vrais trucs. Mais pour autant... Par rapport à ce processus qui va faire de toi une victime, il y a différentes manières de réagir. En fait, c'est des pentes, quoi. En réalité, c'est un peu le discours de dépente. Il y a quelqu'un voilà. En fait, c'est le discours de dépente. Et ce discours, il a fait beaucoup de bien quand il est sorti. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'être complètement oublié.
Alors, je dis pas que c'est forcément le discours le plus révolutionnaire, je suis d'accord à 100% et tout avec les trucs de dépense, mais il y avait ce truc-là de très fort et qui a fait beaucoup de bien quand c'est sorti, c'est on a été violé et on va y retourner. C'est pas la peur du viol qui va nous empêcher de sortir. Ouais. Et en fait, ils nous ont violés, mais ils vont pas gagner parce qu'en fait, nous, on va ressortir et on va pas avoir peur. D'accord. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'il suffit de faire cette injonction aux meufs, etc. Oui, il suffit pas de vouloir. Mais ça peut être un horizon. On a besoin d'horizons politiques pour se situer. C'est aussi en fonction de certains horizons politiques que on reçoit certains événements qui nous arrivent et qu'on construit un récit autour de ce qui nous est arrivé. Je veux dire, il y a plein de manières d'être victime, il y a plein de manières de raconter la manière dont on a été victime, etc. Il y a des faits matériels et puis ces faits, ils nous tombent aussi sur la gueule en tant qu'être humain, quoi. On n'est pas juste des objets sur lesquels la violence s'exerce. Cette violence, elle s'exerce sur nous et comme on est des sujets, cette violence, elle nous transforme d'une certaine manière. Et il y a plusieurs manières d'être transformés par cette violence. Il y a plusieurs... alors, on décide pas toujours, mais moi, j'ai quand même l'impression que quand on a un certain horizon politique, mais aussi de quel type de personne je veux être, quoi, ça peut nous donner des armes pour ne pas se laisser justement totalement paralyser par cette violence. Et en disant ça, je dis pas que cette violence, elle est pas grave, parce qu'un autre écueil, je pense, avec cette pensée, c'est de dire que, de toute façon, si on s'en fout de la violence qui nous est faite, ils ont pas de raison d'arrêter. En fait, non, même si nous, mais cette pas violence... s'en foutre, là, c'est pas... Ouais, mais bon, justement. En fait, tu sais, on a l'impression que pour que la violence des mecs soit reconnue comme grave, il faut qu'elle ait un effet grave sur nous. En gros, pour dénoncer la gravité de ce qu'ils font, tu surmontes le truc, c'est voilà. Que ça va, quoi. Ouais. Qu'en fait, pour montrer la gravité de ce qu'ils font, faut montrer la gravité du dommage subi. D'accord. Et de comment ça m'a détruite. Ah oui, oui. Et du coup, tu vois, moi j'ai l'impression que ça encourage vachement. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas une impression parce que je l'ai vu quand même dans les milieux dans lesquels que j'ai fréquenté. Mais ça, c'est pas. C'est juste pour préciser. C'est pas à cause des femmes, c'est aussi le discours sur la justice, où tu dois montrer à quel point ça t'a détruite. Ouais. Et où dans la justice, t'es absolument pas sujette. Ouais. Tu rends les armes, tu montres ce qu'on t'a fait, à quel point t'es démoli, et ensuite c'est d'autres qui prennent en charge ça, etc. Mais t'es absolument pas positionné en position de sujette de ce qui t'est arrivé finalement. Et il me semble que c'est un des principaux écueils de la perspective VSS d'aujourd'hui, quoi. Mais je comprends parce que à la fois on est dans un contexte où il y a beaucoup de mal à faire reconnaître la matérialité et la réalité de ces violences, donc c'est normal qu'on a tendance à montrer vraiment l'étendue tout ça. Des dégâts. Il y a un besoin de reconnaissance, en fait, il y a un grand besoin de reconnaissance des victimes, mais est-ce que cette reconnaissance, ça peut être une reconnaissance de la souffrance, de la gravité? Parce qu'en fait, il y a des mecs, des fois, ils peuvent te faire des trucs graves, sales, et en fait, toi, ça va. Tu vois, parce que en fait, ça t'a pas touché. En fait, c'est possible que le gars soit un gros connard sans que toi, ça te fasse un truc, tu vois. Et j'ai l'impression que finalement, c'est comme si c'était forcément mécanique. Et du coup, ça veut dire que telle violence égale telle réaction, telle souffrance, etc. Et en fait, ça casse l'humain qui, en fait, non, on réagit pas tous de la même manière. Et c'est pas si mécanique que ça, en fait. Et on peut à la fois reconnaître ça, qu'ils peuvent faire des trucs graves sans qu'on soit démoli. Et ça veut pas dire qu'il faut pas lutter contre ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est pas forcément parce que ça nous démolit, quoi. C'est parce que c'est pas une manière de faire. Tu vois. Oui, je vois le truc. Mais c'est comme des enfants, par exemple. T'as un enfant, il file une tarte à une autre, et le petit, des fois, il va pas forcément, il s'en fout parce que les petits, ça se fout des tartes, etc. Machin. Pourtant, tu vas quand même dire au gamin, mais en fait, non, il faut pas une tarte, tu vois. C'est pas. Et du coup, voilà, moi, je trouve qu'il y a cette manière de poser les violences comme qu'il faudrait forcément. Que pour reconnaître la gravité des violences, il faut d'abord reconnaître la gravité des souffrances, etc. Ça a donné lieu à plein de débats, en réalité, il y a 20 ans. Juste, on a reculé il y a 30 ans. Il y a eu plein de débats de meufs qui disaient mais en fait, j'ai été violée et ça va, etc. Et t'es pas obligé de te suicider 30 ans après avoir été violée, en fait. Ça me fait penser il y a tout un truc comme ça de meufs qui se sont réappropriées une certaine puissance, y compris, et pas seulement d'un truc de résilience, et pas seulement d'un truc... C'était pas de la résilience, parce que sinon, aujourd'hui,
y a beaucoup ce truc de la résilience. C'était pas de la résilience, c'était non, ils vont pas nous détruire, quoi. Bah, ça me fait penser au scandale avec Blanche Gardin. J'ai pas tout suivi. Elle avait fait un sketch, c'est ça, c'est le sketch sur un viol qu'elle avait subi, et certains avaient trouvé ça un peu déplacé de faire ce sketch-là, parce que mais en fait, tu regardes le sketch, tu te dis, mais c'est peut-être aussi son moyen de se défendre, quoi. Tu vois, c'est aussi, et c'était très mal passé chez certaines personnes de faire rire autour d'un truc aussi horrible. Alors, en plus, ce que je comprends pas, c'est que tu regardes le sketch, le gars est un connard, quoi. Et en plus, il devient ridicule de par la manière dont elle le... Mais oui, j'ai l'impression que tu as l'idée que... tu peux pas en rire. Voilà, tu peux pas... Tu peux pas en rire. Alors que... qu'un mec en rigole, en mode, oui, bien sûr, mais qu'une femme rigole de ce qui lui est arrivé... En plus, moi, je suis désolé, mais c'est le propre même de l'humour, d'avoir comme force de résistance, de rire de son propre sort, quoi. Bah ouais. C'est comme ça, parfois. Et puis tu peux rire de plein de trucs qui t'est arrivé, etc., quoi, y compris des trucs trash, en fait. Bah oui. Il y a quand même beaucoup d'humour développé, y compris par les populations opprimées, etc., à partir de ça. Mais c'est la base, quoi. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que tu reçois sans jamais en refaire un truc que tu retournes pour te faire... Voilà. Oui, parce que je te dis, dans le c'est truc, un peu flippant, quoi. C'est l'autre qui devient... Je veux dire, en fait, ce que je trouve fort dans son sketch, c'est que l'autre, elle ridiculise l'autre. Elle montre en mode, elle est un peu badass. Genre, il a essayé de faire ça, et je suis là, j'en rigole et tout. Et l'autre paraît comme un gars pathétique. Et en plus, il a perdu, d'autant plus que elle est... Mais ça veut pas dire que tout le monde doit faire ça. Oui. Mais il faut pas lui tomber dessus. Mais que c'est quelque chose de possible. Oui. Que c'est quelque chose au-delà de possible, je pense plutôt même à de sain. Et une porte de sortie possible. Donc je vois pas pourquoi la fermer d'office. Mais ça, je pense, c'est parce qu'il y a une transmission qui s'est pas faite, mais j'ai l'impression que il y a 20 ans, la tendance des pentes, c'était beaucoup ça, quoi. Ouais. Et là, on est... Ça date de quand, la sortie de son livre Des pentes, je crois que c'est King Kong Theory, c'est 2004, non? Ah putain, oui, ça fait 20 ans. Ouais, je sais. Ah oui, je sais. 21 ans. Ouais, ça fait... ouais, d'accord. Et il y a aussi... Je crois que c'est 2004. Il y a des 2006. gens peut-être qui... 2006. Donc 19... Non. Oui, 2004. Oui, 2004. Les réactions peuvent être sur le temps long vis-à-vis de la violence. Il y a un cheminement et plusieurs effets. Ouais. Ce qui est encore plus simple, c'est de détruire les structures qui permettent la violence faite aux femmes. Bah oui. Non, mais, de quoi ? Il y a quelqu'un qui dit, ce qui est encore plus sain, c'est de détruire la structure qui permet la violence faite aux femmes. Oui, effectivement, oui. Tu vois, mais en attendant que ces structures se... Tu vois, t'es obligé d'avoir des stratégies. Je veux dire, allez, prenons le racisme, parce que ça me concerne. Oui, effectivement, ça serait bien qu'on ait une stratégie pour détruire le racisme. Mais en attendant, je vais développer des stratégies du point de vue individuel. De résistance individuelle. Et je sais que moi, quand il y a des trucs bassement racistes, genre presque caricaturalement racistes, mon moyen de me défendre, c'est d'en rire, tu vois. Non, mais c'est ridicule, t'as à ce point-là de racisme. Et ça ne veut pas dire que ça, c'est la solution. Hein. On va rire du racisme et ça va être débarrassé. Je veux dire, tu es en train de développer des systèmes d'autodéfense personnelle. Et là, sur le truc, tout le discours qu'il y a autour de la violence des hommes, c'est propre au féminisme matérialiste. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a Non. Après, il y a Lucie Pétavin aussi. Je sais pas. Qui se dit sûrement matérialiste. Hein. Tu as un avis sur Lucie Pétavin ? Alors, j'avoue, j'ai pas lu son livre. Le coût de la virilité, en gros. Elle calcule... J'ai la flemme. Parce qu'en fait, l'approche en elle-même me semble tellement éclatée que j'ai pas envie de m'infliger ça. En gros, ce que j'ai... Bon, j'ai quand même lu quelques articles de presse et tout. Je dis pas que j'ai fait un travail rigoureux, mais voilà. Je me suis approchée du livre. Ce que j'ai lu me fait... Non, vas-y, tu vas perdre 5 ans d'expérience de vie. Si tu lis ça, tu vas te faire mal. Il y a Léo qui a fait une vidéo sur ça. C'est qui, Léo ? Désolé. Léo, c'est un streamer qui est sur le chat. Souvent, il t'adore. Ah, génial. Il t'adore. Mais je t'enverrai les vidéos de Léo. C'est un homme trans qui travaille beaucoup sur les questions queer, LGBT, sur le masculinisme. Donc, je t'enverrai les vidéos. Oui, on t'adore chez Léo. Bah voilà. En gros, ce que j'ai compris, c'est peut-être une version réduite des médias, mais c'est donc qu'elle calcule le coût de la virilité, donc ce que ça coûte, la violence des hommes. Sauf que elle va du coup comptabiliser là-dedans
tout ce qui est frais de justice et d'incarcération, mais y compris, du coup, parce que comme la société conditionne les mecs à faire des crimes et de la violence, etc., finalement, ça, c'est aussi ramené au coût de la virilité. Ouais. Et donc, c'est aussi comptabilisé. Donc, en gros... Alors, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant là-dedans, c'est que combien ça nous coûte la répression. Bah oui. Mais bah en oui, fait, mais moi, c'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas le projet. Bah en plus, alors, sachant que... Le projet, c'est pas de dire les flics coûtent cher, c'est de dire oui. comme... Les classes dangereuses... Coûtent cher. Coûtent oui, cher. C'est ça, ouais. Et en gros, elles perturbent un peu l'ordre capitaliste, hein, ouais. ces classes. Hein. Ouais. On pourrait être capitaliste encore en faisant des économies. Ouais. Si on élevait les hommes de classe. Ouais. Et elle voit pas le paradoxe aussi de comment ça. Je veux dire, non, mais... ce qui est intéressant dans le truc, c'est pour ça que je me suis pas approchée plus près de ce bouquin parce que je suis atterrée par déjà la. Alors, si je me trompe totalement sur ce livre, faut me le dire, hein, mais. Elle inclut les vols à l'étalage. Ah bon? C'est vrai? Non, mais bon, voilà, tu vois, je peux pas. Franchement, je peux pas aller lire un truc comme ça. Je vais genre c'est même pas matérialiste, c'est une catastrophe. Mais donc il y a ça déjà pour moi et d'ailleurs le truc ça serait intéressant de savoir oui les hommes sont enfermés en prison mais quels hommes c'est pas tous les hommes qui sont enfermés en prison hein. Bah ouais. Et c'est aussi des hommes qui surveillent la prison donc est-ce que ces hommes compensent les coûts engendrés par les oui parce que du coup pendant qu'ils sont en prison, ils récidivent pas. Voilà, ils perturbent alors, pas les choses. Est-ce que du coup, c'est pas finalement bien pour l'économie? Oui, mais et aussi, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que je suis en mode le coût de la virilité. C'est insupportable. C'est insupportable. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait économiser? Et je suis en mode, mais attends. Tu sais pas par quel mais bout oui, prendre, et je me dis, là, le truc de tous les côtés, ça va pas, quoi. Ton mode de vie, tu vis en France, en Occident, avec des conditions de vie que je pense très très bonnes, c'est lié en grande partie sur cette violence. C'est très bien de me parler du coup de violence des hommes, mais c'est parce que ton portable tout simplement, c'est parce qu'on a allé mater des Congolais pour les faire travailler à 14 ans. Et là, est-ce que c'est de la violence masculine sur les gamins congolais? Est-ce que c'est de la violence masculine? Si elle allait au bout de ses idées, c'est là le truc de l'implication. Je sais pas, est-ce qu'elle va au bout de ses idées comme ça? Est-ce qu'on le sait? Peut-être qu'elle dit non, mais il faut renverser le capitalisme. Hein, c'est pas seulement les hommes qu'il faudrait éduquer. Elle dit on pourrait faire des économies si on éduquait les hommes comme des femmes dans le modèle capitaliste patriarcal actuel. MDR, ouais, MDR. Hein. Si on éduquait les hommes comme des femmes. Mais est-ce que le capitalisme serait encore le capitalisme? Et en plus, comme quels hommes? Tu vois, est-ce qu'il faut les éduquer comme Macron? Macron ne coûte pas grand cher parce qu'il n'a pas été arrêté. Il faut les éduquer comme des femmes. Donc, est-ce qu'il faut les éduquer comme Elisabeth Borne? Je pense que c'est ça. Faut des Angela Merkel. Est-ce qu'on veut un monde plus de Wissam mais que d'Elisabeth Borne à la place? Non mais je ne comprends pas le succès de son livre. Hein. Je veux dire, je suis halluciné. Mais parce que je pense que ça conforte profondément un affect. Bon, vas-y, je vais dire les termes. Comme je l'ai dit normalement, pas en public. Vas-y. On est entre nous. Il y a Twitter gauchiste qui va prendre des extraits. Non, mais j'ai l'impression que c'est quand même très... les femmes occidentales qui savent à quel point elles bénéficient du système, tu vois, impérialiste, etc. C'est sale. C'est très sale d'être une femme occidentale, tu vois. Et du coup, il faut absolument qu'on soit aussi, nous aussi... victime d'un truc aussi grave que tout le mal qui nous permet d'être ce qu'on est. Et donc, ça, c'est... Voilà, nous, peut-être qu'on profite de l'impérialisme, mais on est victime de la classe des hommes. D'accord, ouais. Donc, finalement, on en revient à finalement arrêter de dire parce qu'on est victime de la classe des hommes. Et du coup, on insiste beaucoup là-dessus. Et honnêtement, je trouve ça indécent. Mais est-ce que dans le discours matérialiste, parce que moi, tu sais, moi, je peux entendre dans cette logique-là, surtout dans la théorie, il y a quand même moi, je trouve des choses un peu intéressantes dans cette idée-là. Je veux dire, la théorie tient debout, en quelque sorte, tu vois. Je comprends la logique de l'exploitation, de toute l'histoire de l'apparition de l'hétérosexualité qui a enfermé les femmes et on surexploite. Il y a pas. Ouais, mais parce que dans ce cas-là, tu le relis précisément. Si tu fais cette théorie-là, c'est pour relier ton statut au statut des autres exploités. Oui. En mode, moi, je bénéficie de ça pour qu'ils soient exploités comme ça, et mon exploitation nourrit aussi la sienne. Et là, tu peux développer un discours de vraie solidarité entre exploités. Ouais.
Sauf que là, avec cette manière de rendre d'étanchéifier finalement cette question des violences sexistes et sexuelles, finalement, elle se retrouve étanche. C'est la vision, voilà, il y a le patriarcat, il y a le racisme, du coup, ça se superpose, ça se croise, blablabla. Mais du coup, il y a un espace dans lequel des femmes blanches occidentales sont exclusivement victimes. C'est-à-dire que même la plus bénéficiaire de tout l'ordre capitaliste et impérialiste, finalement, c'est aussi une victime. Et on va bien parler d'à quel point c'est une victime. Et en termes de priorité politique, je suis désolée, je trouve ça faut hiérarchiser. Indécent, quoi. C'est ça, je me disais, est-ce que dans les lectures matérialistes, parce que moi, j'ai pas tout lu non plus, mais je veux dire, classe homme, classe femme, mais est-ce qu'il y a quand même... Elles admettent que, oui, mais dans la classe femme, il y a aussi des classes, et toutes les femmes ne subissent pas le patriarcat au même niveau. Il y a ça ou pas Oui, comme elles sont dans l'idée, beaucoup d'une addition, là, d'un croisement, ça, voilà, si t'es femme et en plus ça. Alors, c'est vrai, puisque la société, elle est organisée de manière genrée et raciale. Mais du coup, il faut partir de cette organisation genrée et raciale, plutôt que de partir il faut partir de la production de cette organisation sociale, plutôt que de partir finalement du bout de la chaîne où ça se reçoit des trucs, où évidemment les meufs se reçoivent des trucs, tu vois. Mais en fait, elles se reçoivent des trucs précisément parce que d'autres gens aussi se reçoivent des trucs, tu vois. D'accord, C'est pas, de manière autonome, isolée, quoi. D'accord. Morgane, elle cuisine la sauce. Là, ça va, là? Non, je vais... Il y a pas non, là j'ai. Mais je vois pas plus ce qui loin que pourrait. d'habitude. Mais je vois pas franchement, je vois pas ce qui pourrait vraiment choquer. Putain, oui, Sam, tu connais Twitter pourtant. Ouais, non mais. Après sur Twitter, il y a quand même quelqu'un. Non mais. Après, j'ai l'impression que quand tu colles une sauce, tu réduis les chances de la prendre dans les faits. Bah là, franchement. Oh si c'est ça, c'est bien. Ouais, et en plus maintenant Twitter, en vrai, c'est bon quoi. Je veux dire, ils sont. Oh non, je m'en fous. Hein. Ils sont vraiment dans leur truc à eux. Il y a des gens qui nous détestent et dans tous les cas, ils nous détestent. Mais j'ai vu dans le chat, après, il y a l'État Cabani, ils ont dit que tu étais une... Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, la pick-me ». Est-ce que ça te fait rire, la pick-me? Je sais pas ce que c'est. C'est la pick-me, c'est... Dites-moi si je me trompe dans le chat. C'est la critique qu'on fait aux meufs qui voudraient trop plaire aux mecs. Moi Ouais. Je voudrais leur plaire à partir de mon discours. Je veux En fait, je fais un discours féministe qui peut plaire aux mecs. Bah, quand même. D'accord. Je comprends même pas. Mais c'est-à-dire leur plaire dans quel sens? Je ne comprends pas. Oui, mais en fait, je pense que le problème, c'est que les gens ne voient que les sauces. Mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas lu ton travail, n'ont pas lu le travail des féministes marxistes. Oui, d'accord. Ouais, non. Pour s'élever auprès des hommes. Vraiment, des gens pensent que moi, je veux faire ça. Bon. Attends, tu te sens pas élevé ici? T'as pas gagné du statut de ouf. Ça rappelle du féminisme basé et pas du féminisme bout de son nez. Mais après, c'est parce que les gens ne vont pas lire ce que tu fais et ne vont pas lire les féministes marxistes et ne voient pas qu'en fait, il y a quand même une remise en cause de l'ordre capitaliste patriarcal. Que donc les mecs restent des connards. Je cherche pas c'est pas truc défense d'un statu quo. En fait, tu peux... je critique certaines stratégies du féminisme hégémonique d'aujourd'hui parce qu'elles me semblent, en fait, précisément pas assez féministes. Moi, à la fin, je veux gagner. Et en fait, avec ça, on va pas du tout gagner. Avec ça, on va vers le fascisme, mais on va pas du tout gagner. Moi, à la fin, je veux gagner, en fait. Hein. Tu veux pas être la meilleure féministe de Twitter? Moi, je veux l'abolition de la famille et le communisme pour tous. Donc, c'est là-dedans, c'est par là que je vais. Il me semble pas que ce soit une direction dans laquelle je vais trouver beaucoup de beaux masculinistes à qui plaire. L'abolition de la famille? Il y en a beaucoup, ouais. C'est un peu mal compris, l'abolition de la famille. Ouais. T'en penses quoi, toi? Que c'est normal. Oui. Puis c'est parce que horizon. Vous cherchez à choquer aussi parfois. Moi, j'adore. En fait, j'adore surtout quand t'as lu le truc, tu comprends ce que ça veut dire. Mais parfois, c'est abolir la famille. En finir avec la famille.
C'est quoi le concept? Le concept, c'est une fois que tu as appris par tes lectures marxistes que la famille nucléaire telle qu'elle s'est développée en Europe occidentale, elle est déterminée par la nécessité de produire la plus-value capitaliste, puisque du coup toute la partie reproduction de la force de travail est allouée à cette unité de type privé qu'est la famille. Il s'agit en fait... Alors, reproduction du travail, c'est de faire des enfants en gros. Oui, et puis entretenir le travailleur, ouais. Voilà. Je traduis pour les gens. En gros, on pourrait dire peut-être plutôt déprivatiser la famille, ce serait peut-être plus clair. Ouais. Parce que, en fait, juste pour que les gens comprennent, parce que là, tu as pris des termes très marxistes, grosso modo, tu me dis si je me trompe, mais la famille, et dans laquelle la femme occupe le plus grand rôle, elle a pour fonction de faire apparaître les travailleurs, de les faire naître, de les nourrir, de les loger et de les prendre en bonne santé. Et en fait, on oublie le rôle de la femme, qui est extra important, parce qu'elle entretient l'outil principal du capitalisme, qui est le travailleur. Ouais. Et en plus, elle-même travaille. Et du coup, tu as deux stratégies à partir de là. Soit tu es réformiste, désolé, et du coup, tu es pour une égalité au sein de la famille. C'est le partage des tâches domestiques et le partage de la charge mentale, très important. Les hommes qui cuisinent leur poivron. Les gens ont ça, la ref. C'est très, très bien. Il faut partager les tâches domestiques et tout ça, et la charge mentale, très important. Alors, parenthèse, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ne croyez pas que voilà. Mais c'est pas l'horizon. Enfin, voilà. Putain, moi, militer pour qu'à la fin, me marier avec un mec qui va cuisiner, mais c'est comme par exemple. C'est pas une lutte politique, ça. Éteindre la lumière pour sauver la planète, c'est bien. Mais croyez pas que c'est l'horizon. Voilà. Ou alors, tu te situes dans une perspective plus qui de fait est beaucoup plus radicale, où tu considères que de toute façon, en fait, c'est le modèle, la manière dont on a privatisé dans cette unité familiale nucléaire la reproduction de la société qui ne va pas, parce que finalement, on fait reposer à une toute petite unité de consommation un rôle de production essentiel. Et si tu es contre la propriété privée, tu es également contre la production de manière... de manière... Je vais pas lire le commentaire que tu as lu. De manière, je suis déstabilisée, de manière privée. Et tu peux penser d'autres formes de vie plus collectives, plus communautaires, où tout ce travail de reproduction sociale est socialisé, communisé. Ou du coup queerisé également, parce qu'en fait si ça repose plus nécessairement sur un couple, t'as beaucoup moins besoin que ce couple soit hétérosexuel, et c'est un reproche aussi en fait du coup qui est fait des mouvements queer plus radicaux comme ceux sur qui peut travailler Gianfranco Rebuccini, etc. Des gens de Trou Noir par exemple. Ouais, Trou Noir, face aux militants qui demandent que le mariage, parce que finalement t'as le mariage gay, si c'est pour reproduire une famille nucléaire qui va avoir la même fonctionnalité, etc., finalement que ce soit deux mecs, un mec, une meuf, à terme ça va rien changer, et c'est pour ça qu'il y a une intégration, si possible, d'une certaine forme d'homosexualité au capitalisme. Mais d'autres formes de dissidence sexuelle, et c'est pour ça que Trou Noir parle effectivement de dissidence sexuelle, tu peux aussi imaginer justement que la manière de te vivre en tant que transpédéguine est dissidente de cet ordre-là, et que justement tu ne veux pas reproduire cet ordre, et que ce que tu vas produire, c'est toujours contradictoire de toute façon, quand on produit, on est toujours au cœur d'une contradiction, puisque tu produis, donc nécessairement le système va s'en nourrir, mais en même temps tu peux dire que tu produis de l'antagonisme. Et que tu peux justement travailler à la production d'une société, d'un noyau social, d'une manière d'effectuer cette reproduction sociale de manière plus antagoniste de l'État. C'est ça qu'on veut dire par abolition de la famille. Il y avait quelqu'un qui demandait par quoi remplacer. Alors, moi, j'aime pas l'idée de programme tout fait. Ouais. Mais il y a déjà eu des propositions, il y a déjà eu des expériences. Et il y a le livre de Kollontai qui est sorti à la Fabrique. Si vous voulez
tout un résumé de Kollontai, parce que je pense qu'il y a plein de textes de Kollontai, donc sauf si vous travaillez sur le féminisme, c'est vraiment autre sujet, c'est peut-être trop fastidieux d'y aller. Donc il y a le livre de Olga Bornikova et Mathieu Renaud qui est sorti à la Fabrique, qui résume très bien Bornikova, qui fait un retour critique et tout, c'est super intéressant. Elle avait déjà fait une expérience sur ça, sur abolir la famille, et l'une des expériences, une des propositions communistes bolcheviques, c'était l'idée que pourquoi ce serait la femme qui se chargerait de l'enfant, et seulement de son enfant, ce serait toute la communauté qui assurerait un avenir, qui assurerait les soins, la bouffe et tout. Et donc, ça serait l'État, en gros, qui prendrait en compte... Après, c'est évidemment des choses qui doivent être discutées parce que y a des approches de psychologie qui vont dire que l'enfant a besoin de toute façon de figures d'attachement précises, etc. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis pas sûre d'être prête à renoncer à ma fille pour qu'elle soit élevée par la société, tu vois. Oui. Mais surtout parce que tu as cette image aussi de la société, quoi. Oui. Et puis parce que il y a toute... on est construite... voilà, moi, j'ai grandi en tant que... je vois ce que c'est une figure de la mère, de la manière dont j'ai envie de l'incarner. Et pas le truc aussi de l'attachement qu'il peut avoir avec ton enfant. Oui, voilà. Donc, il y a disons, il y a tout à... Oui, comme dans Les Dépossédés, dans un bouquin dont j'avais fait une recension. Non, on avait publié un chapitre. Et puis, je sais pas, il y a un bouquin qui va sortir bientôt. Je sais pas, c'est un projet pour lequel j'avais été contactée à 3-4 ans. J'avais écrit une recension. C'est La grande transformation domestique putain, je suis vraiment pas fraîche. On peut regarder. Il est sorti récemment en français, récemment, il y a peut-être quelques mois. Une histoire de l'architecture féministe. Dolores Hayden, pardon. Donc, ça, par exemple, c'est un bouquin. Elle s'est intéressée à tout ce qu'elle a appelé... alors, c'était pas des groupes qui se revendiquaient forcément féministes. C'est en gros... Mais certains, oui. Mais certains, c'était presque du tradwife, attention. Des groupes de femmes principalement qui ont repensé comment organiser autrement la vie domestique, mais à partir de projets d'architecture. Donc, un certain nombre étaient par exemple proches de Fourier, des trucs des phalanstères, etc. Les mouvements, ça va des coopératives d'achat à des projets d'appartements sans cuisine. Je me souviens de ça. L'appartement sans cuisine. Des cantines populaires, tout ça, c'est etc. des trucs... Et tu vois, dans les années 70, quand la place de la femme est la cuisine, proposer, en fait, maintenant, on va faire des maisons sans cuisine, comme ça, les femmes, elles seront plus enfermées dedans. Il y a quelque chose d'assez fort, tu vois. Oui, c'est vraiment... En fait, c'est des choses dont on se rend pas compte parce qu'on a tellement intégré ça, mais qui peuvent tout changer, quoi. Mais de ouf. Et après, il y a aussi Le Sermopois, qui est un camarade de Gianfranco, qui lui a fait des recherches un peu sur les communautés queer aux États-Unis, il me semble. Tu m'as dit comment ? C-Y. Ouais. Le Cer, L-E-C-E-R-F. Et après, Le Cer attaché. Ah, c'est son nom ? Ouais, c'est lui là. D'accord, je croyais que c'était le titre d'un livre. Non. Il travaille là-dessus aussi. Il a dû publier des articles. Une anthropologie etc. historique des. Non, là, c'est autre chose. Je crois que c'est un livre qu'il avait sorti. Bon, il travaille beaucoup sur tout ce qui est un peu écologie radicale et il a travaillé sur les... Lui, en tout cas, par exemple... Ah, peut-être ça. Peut-être Edward Carpenter, ouais. Peut-être les trucs sur Edward Carpenter, c'est quoi ? Je crois bien que la nature avait plus d'importance pour moi qu'un... Ouais, maison à la campagne, machin. Milieu social, Cambridge est une carrière ecclésiastique. Ouais, je crois que ça doit être en travaillant là-dessus qu'il a travaillé là. Enfin, voilà. En tout cas, pour dire qu'il y a plein de modèles qui existent, qui ont existé, qui existeront encore, que la révolution, c'est effectivement pas forcément juste un programme déterminé, qu'il y a des choses encore à inventer, on ne sait pas comment la fin du capitalisme ce que ça nous donnera comme nouvelles envies, nouveaux désirs en termes de famille. Alors, excuse-moi, je recherche. Mais en tout cas, voilà, il y a la perspective d'abolition de la famille. En gros, c'est plutôt une déprivatisation, donc une communisation qui pour moi est nécessairement une queerisation aussi de la reproduction sociale, quoi. Et c'est pas forcément la fin des liens familiaux et d'amour. Tu penses quoi des textes de Lagagnerie sur ça ? Moi, je connais pas. Enfin, je connais Lagagnerie, mais je connais pas ce qu'il a fait. Lui, je crois qu'il est pour la remise au centre de l'amitié plutôt que de l'amour, il me semble, de ce que j'ai pas lu, mais de ce que j'ai approché. Mais j'ai pas lu. Alors je sais pas du tout sur quoi il s'appuie,
si c'est juste de la philo comme ça, de ses idées, ou s'il s'appuie du coup sur des exemples, etc. En fait, voilà, je sais pas du tout sur quoi il s'appuie. Mais en gros, il y a ce truc-là de... C'est quoi, la camaraderie ? Ouais, de remettre, en fait, de faire de centre de la vie sociale, non pas le couple et l'amour romantique, mais l'amitié. D'accord. Je vois pas quoi ça peut. Mais il faudrait que je regarde. Il y a un livre aussi, Abolir la famille de M.E. O'Brien. Ouais. Mais je crois que t'en avais parlé en plus. Ouais, sûrement. Dans Trou Noir, ils en parlent. Ah oui. Dans Trou Noir, ils parlent pas mal de trucs comme ça. Il appuie sur ses relations avec ses deux meilleurs amis fusionnels. Mais est-ce que. Alors, je vais poser une question bête. Mais dans ce truc d'amitié, il y a des relations. Potentiellement. Donc, mais ce serait dans son idée à lui, ce serait encore des amis. Il n'y aurait plus le truc de. Oui, dans certaines cultures, oui. oui. Non, mais juste pour voir le truc. Ouais. Mais pour beaucoup de gens, c'est oui, bien sûr. Tu vois, dans les codes d'aujourd'hui. Oui. Non, mais voilà, c'est ça. C'est comment. Enfin, c'est pour ça que je demande en gros sur quel paradigme il s'appuie. Est-ce que c'est juste un truc il suffit de le vouloir? Et est-ce qu'on pourrait tous décider qu'au lieu de se mettre en couple amoureux, on se met en amis qui couchent ensemble? Et pour les enfants, ils disent l'amitié permet d'étendre le nombre de caretakers de l'enfant. Bah, ça, c'est des modèles de toute façon qui se sont toujours plus ou moins développés de manière non officielle avant le droit à... C'est mon projet. Avant le droit à la procréation assistée, etc. Je veux dire, des Gwyn, notamment, font des enfants depuis des décennies. Selon des modèles qui ne reposent pas autour de la famille nucléaire, avec un copain PD qui va être le géniteur, et strictement le géniteur, ou un coparent, ça dépend des cas, et puis potentiellement d'autres personnes autour. Enfin voilà, en fait, ces modèles existent déjà, etc. Il ne s'agit pas de les faire adopter à tout le monde, mais en fait, d'autres manières de faire sont carrément possibles, et on en a la preuve un peu partout dans le monde depuis toujours, en fait. Oui, et même les trucs, les familles vraiment élargies, où les oncles, c'est un peu les adultes en fait qui sont autour de. Moi, je sais que c'est un peu. Alors, je suis pas en train de dire, mais dans mon milieu et tout, c'est en gros les grands. Ah, c'est tonton, c'est tata, tu vois. Donc il s'occupe de tout le monde. La rêve du livre de Trou Noir. Alors Trou Noir, des gens, c'est un magazine. Hein. C'est une revue en ligne. Une revue. C'est une revue en ligne qui fait 1 ou 2 fois par an un exemplaire papier. Justement, le concept d'amour est implicitement lié au sexe ou la critique du concept de modèle. Mais moi, en fait, dans le truc de l'amitié, je comprends le truc et je vois... J'ai pas dit tout le monde doit avoir un copain homo. Oui, non, mais après... Je dirais pas un truc aussi débile. Non, mais après, je pense qu'ils trollent un petit peu en mode gentil, quoi. Ils font ça parfois. D'accord. Ils font les trolls Twitter. Genre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Okay. Tu vois le oui, délire? D'accord, ouais. Ok, délire, alors c'est drôle. Voilà, c'est ça. Ok, alors c'est drôle, pardon. Il faut que je t'explique Twitch. Ouais, sur mon côté... J'ai jamais dit ça. Mon côté boumeuse. Voilà, comment ils vont le détourner, ton truc? Ouais. Moi, je suis d'accord avec... Je trouve ça intéressant, le truc de l'amitié et tout, mais j'ai peur que la proposition, sans changer les structures... En fait, les amis riches, vu qu'ils sont entre eux, ça va être plus simple pour eux. Bah oui. Ok, ça va aider peut-être, je pense, entre prolos, mais bon, tu restes entre prolos, quoi. T'as beaucoup moins de capacité d'échanger, quoi. Et donc, c'est où la différence avec l'amitié? Soit l'amour n'existe pas, soit l'amitié n'existe pas. Bah ça, c'est des grandes questions. Morgane, on va faire les interviews. Définis l'amour. Châtelet. Non, les interviews Châtelet. Tu crois à l'amitié homme-femme? Non. Je crois pas aux hommes, moi, à la base. Je pense que c'est un mythe. Wow. Morgane a dit, je comprends pas le langage Internet. Oui, parce que Morgane a le langage Internet d'il y a 20 ans. Moi, j'étais sur Twitter, vous étiez même pas né. ASV. Je connaissais pas ça. Hein. ASV, d'un coup, t'as répondu à quelqu'un et t'as mis ASV. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire, ASV? On va voir. Est-ce que vous avez dragué dans les années 90? H-Sexville. Ah ouais, vous connaissez? Mais oui. Mais putain, d'accord, moi je connaissais pas du tout. H-Sexville, bah ouais. Bon, ça va, regarde, les gens connaissent. Bah oui. On était sur Caramel. Mais tout le monde sait ça, oui, je savais pas. Mais genre, t'arrivais, tu fais bonjour ASB? Ouais. Direct? Ouais. Pour voir si tu continues la discussion. Ok.
Ok, oui, parce que tu n'avais pas la ville de... Je sais même plus à quoi ça ressemblait. En fait, je sais même plus comment tu te retrouvais à parler avec des gens, finalement, parce que c'était pas les réseaux sociaux. T'avais genre Messenger, t'avais un chat caramel, mais par exemple, je me souviens plus comment tu faisais pour tout d'un coup. Je pense parce qu'on était... je pense parce qu'on était 10 000 dans le monde. Alors, du coup, tout le monde était au même endroit, tu voyais des pseudos, tu cliquais, puis tu faisais ASV. Oui, tu tentais, quoi. Tu mettais plusieurs... Tu faisais le filtre. C'est un peu le truc de maintenant de Tinder. En fait, c'était toi qui... que font les mecs. Ils disent oui à tout et après on fera le deuxième filtre. Ouais, là, ça, t'avais pas du tout de filtre, je crois. Du coup, fallait... ASV. Kikou, c'est venu bien après ASV, par contre. Oui, je pense que c'est les plus jeunes, quoi. Moi, là, j'avais le chat Skyrock Forum. Ouais. Romain ne va jamais venir, on est d'accord. Non, Romain va pas T'as venir. encore combien de temps? Encore 30 minutes, ça te va? Ouais, j'ai dit que je rentrais vers 17h. Oh bah, parfait. Et est-ce que t'es... Bon, là, il y a un peu un avis négatif sur la propension, la direction que prennent certaines féministes en France, mais est-ce que quand même t'es un peu optimiste sur la jeunesse marxiste? Est-ce que je te vois ta tête déconfie. Est-ce que t'as... Sur l'orientation du marxisme actuel, toi qui te dis marxiste. Non, mais en vrai, moi, je suis pas dans les milieux marxistes. Hein, je suis plus trop. Là, par exemple, il va y avoir historical materialism. Materialism. Je sais pas comment. Attends, c'est quoi? Materialism. Historical materialism, un truc comme ça. Ouais. Fin juin, mais j'ai absolument pas suivi s'il y avait beaucoup de jeunes, etc. Mais... J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est une pensée qui est plus accessible que quand moi j'ai commencé à militer. Moi, il y a plus de production sur Internet, moi, tu veux dire? Quand j'ai commencé, il y avait que il y avait les orgas où moi j'allais pas déjà. Comme formation. Ouais, et après c'était. Il y avait pas de vidéo, quoi. Je crois pas, et du coup on se retrouvait. Moi j'ai très vite fini dans les milieux Anar, Toto, etc. Parce que je sais pas, j'avais une fibre de gauche un peu radicale, et du coup je me suis retrouvée là-dedans. Et des gens étaient cultivés, transmettaient, etc. Mais j'avais pas l'impression que c'était sur un truc marxiste. Mais après, c'est peut-être lié à moi, là où j'ai traîné, tu vois. Tu veux dire, à l'époque, dans les groupes, c'était beaucoup plus hétérogène, genre on lisait un peu de tout? Ou on se disait marxiste? Non, moi, ça se disait pas marxiste, moi, ça se disait plutôt... C'était l'époque lundi matin, toi? Ouais. Non, avant c'était l'époque L'Appel. Moi, j'ai commencé à militer avec au moment de la sortie de L'Appel, à peu près. D'accord. Et donc, c'était une pensée qui... J'ai l'impression que c'était plus c'était la grande époque des anarcho-libertaires. Tu sais, à la télé, Tarnac, machin, c'était les anarcho-libertaires. Et t'étais dans ce truc-là? Personne n'y est jamais. D'accord. Mais t'étais influencé par le tikkun, tout ça. C'était ça que tu kiffais? Oui, non. Ouais, j'étais plus ou moins pas très loin de ces pensées-là, ouais, je pense. Et tu t'es éloigné de ça ou Ouais. T'as mûri? Ouais, probablement. Plus tu vieillis, plus tu deviens à droite? T'es une bolchevique de droite maintenant? Ah, au moins. À l'ancienne, carrément. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit les jeunes marxistes, c'est pas lui. Les gens, je pense qu'il ne faut pas qu'ils regardent le programme de Historical Materialism, parce que je pense qu'ils vont faire une syncope, quoi. Et pourtant, ça reste un peu classique, quoi. Mais il y a du Deleuze, il y a du Guattari, il y a vraiment, il y a plein de genres de choses, quoi. C'est pas vraiment. Il n'y a pas du pardon, par contre. Tu regardes un peu leur truc? J'ai regardé 2 fois. En fait, moi, je suis désolée, je faut pas faire de la dominem et tout, mais je peux pas. Désolée. Mais c'est quoi? C'est le ton? C'est le ton, je peux pas. Enfin, humainement, je peux pas. D'accord. Je trouve ça. Donc c'est pas le fond théorique. Paternalisme dans la manière de parler. Enfin, Good Guy fait du marxisme, quoi. Et il fait ça comme un good guy, du coup, en étant très, très soigneux du là, c'est le cadre. Ouais, je vois. Et après, je vois un peu sur Twitter. Alors, avec nous, il n'a pas été. Nous, je parle pas de Zawa, je parle de Norman, moi et tout. Ça n'a pas du tout été good guy, quoi. Mais oui, je vois le truc. Non, mais tu sais, oui, mais là, je pense qu'il a le sentiment de le faire au nom du good guyisme. Ouais.
Et tu sais, ce truc de si c'est pas marxiste, on lit pas. Tu sais, ce truc qui aurait un corpus marxiste. Il y a ce qui serait marxiste et ce qui serait pas marxiste. Ouais. Et il y aurait rien de entre les deux. Il y aurait rien de pas marxiste que tu peux lire en tant que marxiste. Donc du coup, faut jeter Foucault, par exemple. Comme si Foucault était absolument pas intéressant à lire pour un marxiste. Alors que. Enfin, en fait, je trouve ça d'un anti. En fait, c'est de l'anti-intellectualisme qui se prétend savant. Mais en fait, ça se prétend savant, quoi, c'est tout. Nous, on sait ce qu'est le marxisme, on sait ce qu'est l'épistémologie. Oui, déjà, le marxisme, j'ai tellement du mal. En fait, j'ai l'impression vraiment de me voir moi, il y a 5-6 ans, quand j'étais en mode je connais le marxisme. Ouais. Tu vois, tu découvres le marxisme. Là, genre, alors, dès que tu découvres un nouveau truc, t'es toujours un peu là-dedans, dire est-ce que c'est marxiste ou pas marxiste, nanana. Mais en fait, ce n'est pas une ligne intellectuelle de faire ça. Et moi, j'ai été contente finalement, au début d'aller un peu dans tout, quoi. Tu vois, j'ai lu Foucault, Marx en même temps, sans trop savoir ce que je faisais, parce que je faisais ça, j'ai pas fait une formation à la fac pour ça, donc c'était de manière très aléatoire. Et en fait, finalement, c'était bien parce qu'il y a eu toute une période où j'étais absolument fermée à aucun apport intellectuel. Ouais. Genre, je pouvais prendre des trucs de partout et en faire ma petite mixture. Et puis après, je suis devenue marxiste. J'ai choisi mon obédience. Et là, j'ai commencé à faire plus attention à ce que je prenais et tout, mais en fait je me dis que c'est peut-être dommage, je sais pas. Ouais. Moi j'aime, en fait, ce que je trouve dommage, c'est pas déjà parfois t'es en mode c'est ennuyant un peu. J'ai l'impression parfois je lis des textes, je suis en mode j'apprends pas grand chose et je me dis mais ça, il y a plein de questions à laquelle j'ai envie de répondre et que je ne comprends pas. Et aussi j'ai reçu une claque d'humilité avec des trucs comme Revue Période où j'ai vu des gens qui connaissaient du Marx sur le bout des doigts, tout en allant voir ailleurs, tu vois. Et même, et ce qui est intéressant, mais c'est ce que faisait Marx. Oui. Putain, Marx, il a commencé en lisant les libéraux, en fait. Tu vois, c'est en lisant les libéraux qu'il est devenu marxiste. Oh, mais en fait, il y a aussi comment dire, je sais pas, il y a la volonté de pas se laisser perturber par d'autres et d'essayer de rentrer dans le cadre. C'est genre, t'as pas confiance. En fait, pour toi, c'est tellement un truc, finalement, un exercice intellectuel. T'as pas confiance en ton marxisme profond. Ouais. Je sais pas, moi, je pense que j'ai un truc dans les tripes j'ai un truc marxiste dans les tripes, tu vois, en termes de lutte des classes, etc. Un truc, quoi que je lise, on me le retirera pas. Et du coup, et ça va me guider dans mes lectures. Je vais sentir si un truc est libéral ou machin, ou si un truc au contraire ne s'annonce pas comme marxiste, mais mais que c'est un texte avec lequel je peux faire une rencontre quand même, parce que je sens que c'est en accord avec un truc que j'ai en moi, tu vois. Et là, t'as l'impression ça veut prendre aucun risque. Ils veulent pas dénaturer. On lit que du marxisme. Et en fait, c'est une manière, je trouve, super viriliste d'aborder le travail intellectuel et la recherche intellectuelle, un truc de, tu sais, tu travailles ton muscle comme ça, quoi, en isolation, tu vois. Et tu travailles que ce muscle-là, en isolation, rien qui pourrait venir un peu dénaturer le truc et tout, pour, en gros, être le plus marxiste possible. Tu crois que c'est qu'en lisant des trucs marxistes que tu vas devenir le plus marxiste possible, parce que les autres ont rien à t'apprendre et tout. Enfin, c'est d'une immaturité, mec immature, quoi. Moi, là, dernièrement, parce qu'ils étaient revenus à la charge, je sais plus pourquoi, parce qu'ils ont refait des extraits sur Norman Ajari, et donc je me suis dit, putain, mais ils vont encore nous saouler avec le marxisme. Et l'une des conclusions de l'un d'eux, c'était de dire, non, mais on n'arrête pas de dire que c'est intéressant aussi de lire en dehors du marxisme, hein. Je suis en mode, mais putain, je veux dire, c'est ma position depuis le début. Depuis le début, je dis, mais les gens, c'est très bien le marxisme, il y a tellement d'autres choses à lire. En fait, voilà, moi, ce que j'aime bien parfois, c'est qu'on vienne un peu me bousculer un peu dans mes idées et tout, tu vois, et dans mes convictions, et d'aller voir ailleurs. Et je dis pas forcément qu'il va y avoir des choses que tu vas apporter et tout, mais d'essayer d'élargir le champ de pensée. Et moi, en fait, il y a un constat à faire. Parce que du coup, tu vas comprendre ce qui manque dedans. Ouais. Toi, tu veux lire des trucs, tu sais, je parle de la socio très bourdieusienne. Et moi, j'ai adoré, quoi. Tu lis ça, et en même temps, tu te rends compte de ce qui manque. Oui. Et après, du coup, ça veut dire que c'est à toi de faire le reste du taf, quoi. Tu vois, c'est qu'en fait, tu dis, là, toutes ces descriptions sociaux, elle est intéressante, mais faudrait que je la recadre dans un cadre marxiste, et là, ça pourrait vouloir dire des choses. Bien sûr. Mais oui, non, mais le truc tu peux pas avoir deux épistémologies. Tous ces débats-là, moi, je vous dis, les gens, mais en plus,
Ça m'ennuie, je ne comprends pas l'intérêt. Et donc, c'est fermer la porte à plein d'apports de gens qui n'étaient pas forcément marxistes purs et durs, qui sont allés voir ailleurs. Alors, eux, c'est la psycha, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été marxistes et théologiens ? On est quand même, Et en plus, niveau idéalisme, parce qu'on dit que la psychanalyse, c'est de l'idéalisme. Alors, la religion, niveau idéalisme, il y a quand même des choses qui ont été passionnantes là-dedans. Et moi, en fait, la réflexion que j'ai, je suis en mode, mais il y a bien, si le marxisme était aussi puissant et tout, c'est soit qu'on est très mauvais pour appliquer la science marxiste, soit il y a un problème quelque part, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque, quoi. On voit bien qu'il y a on voit bien que t'as beau dire toute la doxa marxiste aux gens, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils adhèrent pas à ça. Il y a quelque chose à aller voir ailleurs, tu vois. Et ce truc de croire que mais ça, c'est le débat du moment. Et moi, j'ai trouvé que, je sais pas si tu as vu le texte de Lordon qu'il a fait mercredi. Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder. C'était plutôt pas mal, mais de rappeler que, tu sais, le truc classique sur comment t'expliques le fascisme, quoi. De pas comprendre qu'il y a autre chose que seulement les intérêts matériels. Mais tous ces trucs-là, oui, mais les affects, c'est pas dialectique, oui, Sam. Non, mais parfois, les gens, je vous jure, parfois, ils vous donnent des mots, j'ai l'impression que c'est pour vous immobiliser. Tu vois, ils sont là en mode, non, mais ça, c'est pas dialectique. Et vous posez pas de questions, vous êtes, ah, d'accord. Ok, c'est pas dialectique. C'est d'un coup, ils l'ont mis en entre parenthèses, là, entre guillemets, avec, en italique et tout, pour dire dialectique et tout. Je suis en mode, non, mais c'est bon. C'est bon, quoi. Faut arrêter. Il faut arrêter aussi de vous laisser impressionner par ça et d'aller les retourner. Et en plus, je suis même pas en train de dire que c'est pas intéressant, les auteurs qui peuvent mobiliser. Tu vois, eux, ça va être beaucoup Goldman, ça va être beaucoup Lucien Sèvres. Mais et aussi, moi, il y a un truc qui m'hallucine, c'est, en fait, je trouve qu'ils sont pas honnêtes sur certaines choses. C'est qu'ils sont en mode, on critique la psychanalyse. Tu vois, reprenons l'exemple de la psychanalyse. Mais je veux pas retourner là-dedans, mais parce que ça empêcherait d'agir. Alors que moi, tous les gens que j'ai vus parler de psychanalyse sont dans le milieu militant, à commencer par fucking Lordon. Tu vois, je suis en mode, mais donc, il y a un problème là-dedans. Ok, vous n'aimez pas la psychanalyse, mais ça n'empêche pas les gens d'agir. Ouais, surtout qu'ils ne résument pas ça qu'à la psychanalyse. Et surtout pour après faire l'éloge de Bernard Lahire. Tu sais, il a fait tout un... Je te jure que c'est vrai. Il a fait tout un tweet, il a fait tout un trade pas du ring pour dire la CIA et en fait les universitaires sont des héritiers de Aaron et en mode ils essayent de détruire le marxisme universitaire et tout. Pour après faire l'éloge de Bernard Lahire que je n'ai jamais vu. Pourtant, les gens, moi, je suis pas du tout en mode. C'est pas parce que je l'ai jamais vu dans le milieu militant que tout est à jeter chez Bernard Lahire. Mais je l'ai jamais vu en manif. Je l'ai jamais vu dans les groupes militants. Je pense que le maximum qu'il a fait de militantisme, c'est d'avoir signé une tribune, je sais pas, pour dire qu'il faut voter Mélenchon. Donc, je trouve qu'il y a Et moi, ma théorie, c'est pourquoi ils ont dit ah non, mais c'est pas tous les universitaires. Un genre Bernard Lahire, il est bien. C'est parce que Bernard Lahire a accepté de faire une des interviews pour Position Revue. C'est juste ça. Donc, il a fallu épargner le grand universitaire, parce que, en plus, critiquer les universitaires et épargner Bernard Lahire, qui est quand même le chef de la sociologie française. Je suis en mode, les gars, vous vous foutez de la gueule de qui ? Et c'est juste parce qu'il a accepté de faire. C'est un très bon sociologue et c'est pas un militant, c'est pas grave. Ah, mais je suis d'accord. Mais prends pas l'excuse de c'est des universitaires qui viennent détruire le marxisme parce que c'est pas des militants, ils sont dans le truc de... Attends, et ils m'ont quand même dit comme critique, Wissam, toi t'es qu'un universitaire. Et à côté, il y a une interview de Bernard... il est Bernard Lahire. Pardon, mais il est médecin, on est d'accord ? Ouais. Bon, ben, il est psychiatre. Non, mais je veux dire... En fait, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Non, mais après, moi, je suis pas... c'est peut-être ta haine des psychiatres. Moi, je connais pas le sujet, donc je vais pas y aller là-dedans, quoi. Non, mais j'ai pas... Enfin, je m'en bats les couilles en soi des psychiatres, mais en fait, on va pas chercher la radicalité militante auprès d'un psychiatre en 2025. Désolée de le dire de manière si personnelle. Après, s'il fait autre chose à côté, il lui dire... Ouais, mais en fait, de fait, ce qu'il fait, ça montre juste qu'il est psychiatre, quoi, tu vois. Désolée, mais il agit comme un psychiatre. Ouais, je sais pas, moi je connais rien à ça. Donc je vais pas, mais en fait non, mais je me positionne même pas dans le débat anti-psy et tout. Mais précisément parce que je viens du milieu féministe, normalement nous on a
maintenant qu'ils reconnaissent dans le cerveau grâce à des rayons X que tu as été victime de viol, ça marche moins. Mais en tout cas, moi, l'idée que je me faisais d'un certain féminisme, c'est une méfiance vis-à-vis des mecs en position de pouvoir médical. Enfin, tu vois, pour moi, c'est dans l'ADN du féminisme. Ok. D'avoir une méfiance pour les mecs qui ont du pouvoir médical. D'accord. Peut-être, enfin voilà. Oui, non, mais pour moi, ça fait partie de l'ADN du féminisme, en fait. et c'est pour ça que j'ai autant de mal avec ce truc aujourd'hui. Je dis pas, il y a des médecins qui sont camarades, etc. Mais juste que aller chercher sa ligne marxiste auprès d'un psychiatre me semble bizarre. Oui, je vois le truc. Je dis pas que ça pourrait pas être possible que ça fonctionne, mais j'ai l'impression... Désolée. Oui, parce qu'ils vont faire croire... En fait, le problème, parce qu'ils sont spécialistes de ça, ils vont faire croire que la seule raison pour laquelle on va dire qu'il faut être méfiant, c'est seulement parce qu'ils sont psychiatres. Non. C'est ça, parce que... Mais oui, bien sûr. Mais moi, je trouve mais que... en fait, parce que... c'est... En fait, précisément, là, je le dis parce que leur posture ne va absolument pas à l'encontre des raisons pour lesquelles on peut critiquer cette mainmise masculine sur la médecine et notamment sur la discipline de psychiatrie, etc. Sinon, ça n'aurait pas de sens de le dire juste pour ça. Mais c'est que, en fait, là, ça me paraît la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Précisément, effectivement, ça fonctionne. Et peut-être des gens... non, pas même Che Guevara, du coup. Toi, là, ça ne fonctionnerait pas. Même Che Guevara parce qu'il était médecin. Oui, mais bon, Che Guevara, il a rejoint la guérilla, les gars. Oui, voilà. Je veux dire, et c'était pratique qu'il soit dans la guérilla en tant que médecin, mais en fait, ouais, tu veux critiquer. Après, moi, je pense que parce que j'ai même pas envie de faire. Moi, il y a des désaccords sur certaines lignes. Moi, je pense qu'après, tu vois, j'ai pas envie de relancer les dramas, et je pense qu'ils ont quand même une utilité. Et pour moi, l'utilité, c'est beaucoup sur, bon, déjà, de convaincre les marxistes qui sont déjà un peu convaincus, mais de parler un peu de racisme, tu vois, et de convaincre les rouges-bruns. Je trouve qu'ils sont bons pour ça. Parce que ça va être des gens qui vont être... Les rouges-bruns, moi, ce que je vais dire, ça va pas être audible. Eux, vu que c'est... Mais du coup, pour les emmener où ? Non, mais mine de rien, sur l'antiracisme... Alors, pour moi, ils ont été catastrophiques et je trouve ça hallucinant il y a eu assez peu de critiques à l'égard de leur caricature de nos positions. Et aussi, tu sais, par exemple, que Position Revue m'a dit ouais, mais Wissam, parce que j'ai dit, bon, je veux dire, ça fait quand même des années, par exemple, qu'on parle de la Palestine, alors que la gauche, il m'a dit ouais, mais moi, le 7 octobre, ouais, j'ai vu ça. J'ai fait non, mais gars, non, mais non, mais tu vois, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, ce type de personne, quoi. Oui, mais après... Et désolée, je le dis de manière personnelle, mais parce qu'en fait, il y a des positions théoriques et politiques qui s'incarnent. Oui. Et là, c'est incarné, quoi. Ben oui, mais après, moi, je pense quand même... Parce que je pense pas... Moi, ça reste... Je te donne mon avis personnel. Pour moi, ça reste des camarades, malgré toutes les animosités qu'on a, malgré tous les désaccords qu'on a, autant dans la théorie que la pratique, tu vois. Je pense qu'ils font quand même du bien à une certaine partie de la gauche qui a encore du mal à parler d'antiracisme, qui a encore du mal de parler d'islamophobie. D'ailleurs, là, ils sont pris une méga sauce autour du voile. Bienvenue, hein, c'est ce qu'on subit depuis 15 ans. Et encore, nous, je veux dire, moi, il n'y a même pas besoin de parler de voile, quoi. Mais tu vois, et après... Il y a des termes parfois qu'ils utilisent. Je suis pour un morceau de tissu. Je suis en mode putain, on revient 20 ans derrière. Moi, juste une petite critique sur ça parce que Zoé avait dit c'est juste un morceau de tissu. Oui, non, faut arrêter avec ça. Ouais. Non, mais ça, je le dis avec la plus grande empathie. Cette tech de c'est un morceau de tissu. Faut arrêter avec ça parce que ce n'est pas qu'un morceau de tissu. Parce que quand vous dites que c'est qu'un morceau de tissu, il y a Zemmour qui arrive vers une femme voilée qui lui dit vous pouvez l'enlever. Regardez, moi j'enlève ma cravate, j'enlève mon morceau de tissu, enlevez votre morceau de tissu. Et on est piégé en mode, non, c'est pas qu'un morceau de tissu. C'est pas vrai. Ce qu'on défend, c'est justement, c'est pas que le droit des meufs à porter un morceau de tissu, c'est le droit des meufs à être musulmanes. Et en fait, ça, je crois que voilà, il faut. Mais moi, j'ai adopté cette stratégie aussi. Enfin, tu vois, en 2010, je disais ça aussi. Hein. Oui, non, mais on disait tout ça. Hein. Oui, enfin, non, mais tous, c'est pour ça mais les blancs, tu sais ça. Pour moi, j'ai l'impression de revenir il y a 15 ans en arrière. Mais quoi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, non, il faut bien dire que ce qu'il s'agit d'affirmer, c'est le droit d'être musulman. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été un morceau de tissu. Alors, ça prend. Mais t'esquives le problème en disant. Voilà. T'esquives le problème. Et on a bien vu que. Ça va nous apporter quoi ? Un libéralisme, je me voile si je veux, quand je veux, nanana.
Et en fait, ça ne résout rien. Donc, faut affirmer vraiment le droit à être musulman, parce que c'est ça aujourd'hui qui est menacé en France, quoi. Bah oui, mais encore une fois, moi je pense qu'ils sont quand même utiles. Voilà. Parce que j'ai pas envie que ça fasse encore de relancer la guerre. Parce que moi en plus j'aime bien maintenant, ils font leurs trucs de leur côté, on fait nos trucs de nos côtés. Moi je voulais juste exposer quelques désaccords que j'ai. Vous avez vu maintenant que moi je préfère maintenant sur la psychanalyse, on va faire nos trucs de nos côtés. Mais non, mais ça va, on a été gentils, quoi. On n'a pas été spécialement méchants. Pourquoi ? Je sais pas, ils disent la sauce est déjà lancée. Non, mais après, ils ont qu'à répondre, quoi. Mais de toute façon, c'est des critiques qu'on a déjà fait et que je pense que y a quand même un intérêt chez eux, même si voilà, moi c'est pas mal. En fait, en formation marxiste, je pense que pour des gens qui connaissent pas le marxisme, ils sont bons. Mais je veux dire aux gens, ne vous arrêtez pas à ça. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, tu as une licence de marxisme. Maintenant, il y a le master, il y a le doctorat, où là, tu t'ouvres le cerveau. Tu te dis, putain, mais... Et tu vois, en fait, que des marxistes ultra basés sont allés voir ailleurs. Donc, allez voir aussi ailleurs. Ne croyez pas que ça se limite à ça. Et parce que les gens, si le marxisme ne réussit pas à convaincre encore les masses, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas seulement dire que c'est l'ennemi qui est surpuissant. Il faut aussi comprendre comment l'ennemi arrive à convaincre autant de personnes. Hein. C'est ça le truc. Hein. Après... par les affects. Capitalisme, il bouge il bouge des trucs chez les gens que nous, on n'arrive pas à toucher. Ouais. Après, si on est cinéma, c'est aussi qu'il représente au-delà de même quelque chose de nauséabond à gauche aussi. Oui, non, mais moi, après, moi, c'est le truc, j'ai envie de dire, classique shit, du mépris. Je veux dire, en plus, me dire moi, parce que d'un coup, tu sais, je t'ai dit, je suis qu'un universitaire. Je suis même gueule de l'universitaire. Mais je suis pas payé. Je veux dire, je n'ai aucun intérêt. Tu vois, par exemple, l'université est détruite. Ça ne change rien à mon statut. Ça ne change rien. Je ne suis pas allé une fois à la fac. C'est simple. J'ai plus dépensé d'argent à la fac que j'en ai gagné de la fac. J'ai gagné 0 € de la fac. Je ne travaille pas à la fac. Et j'ai payé pour être inscrit à la fac. Mais je ne gagne pas d'argent à la fac. Mon avenir n'est pas lié à la fac. Donc, je ne suis pas universitaire. Et par contre, j'aurais une petite critique sur... en fait, je trouve que parfois, c'est un peu facile, que ce soit PDH ou Lazawa, de nous attaquer, mais qui n'étendent pas cette critique à d'autres. C'est-à-dire, on ne peut pas être streamer et militant. C'est-à-dire que pour eux, je ne fais que streamer. Je ne fais pas des trucs militants à côté. Parce qu'eux, ils font que streamer. Ouais, non. Mais donc, d'accord, moi... Mais alors, Histoire crépue, c'est pareil. Canard réfractaire, c'est pareil. Usul, c'est pareil. Tu peux pas être payé, tu peux pas être militant si tu es payé pour ça. Blast, c'est pareil. Le média, c'est pareil. Tu vois pourquoi que nous, et ils ne font pas cette critique à toutes les autres personnes, tu vois, de dire ah non mais vous n'êtes pas des vrais militants, vous êtes payés pour faire ça. Et encore une fois, mais ça on l'a déjà dit, c'est vrai que moi si je touchais 4 000 € par mois, ouais, ça me va. Hein. Ouais, je peux bien faire que des vidéos gratuitement. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais vous signaler, ça veut dire que les gens qui travaillent avec eux, qui font les miniatures, parce qu'on est d'accord qu'ils récoltent de l'argent. Voilà, tu vois, ce qui me cringe, c'est le côté blues donneur de leçons. Mais c'est ça que j'essaye de tout. Mais oui, je suis d'accord avec le truc. Mais on est d'accord, les gens, ils ont une équipe qui fait des miniatures. Ils payent des gens qui font des miniatures. Ils payent des gens qui font du montage. Donc ces personnes qui payent ne sont pas militantes. Vu qu'ils sont payés pour ça. Mais parce que je pense que de toute façon, ils ont en réalité une approche très morale de ce qu'est le travail. Moi, je voudrais pas faire un débat sur le travail du sexe avec Padu, par exemple. Hein. Ouais. Vraiment, je voudrais pas. Tu sens qu'il y a un truc très moral derrière ça, quoi. Ouais. Or, s'il y a bien un truc que l'approche du marxiste du travail n'est pas, c'est moral quand même. Je trouve que tu as une voix très... C'est pas moral, en fait. C'est pas moral. Et puis qu'on soit clair, ils les payent et restent dans des barèmes salariaux qui leur permettent de dégager de la plus-value. Ah non, mais ça après, je sais pas, moi, mais moi, en fait, même, je m'en fous. Et puis peu importe. Oui, je m'en fous, oui. Veut dire, quoi, vous allez croire qu'ils ont une association communiste? Non, veut dire, je vois pas comment c'est possible. Ça, je m'en fous même. Vraiment, de comment ils s'organisent en interne, je m'en fous. Moi, je regarde les résultats. Ils sont marxistes, sauf quand il s'agit du féminisme. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Parce que je pense pas qu'ils soient anti-féministes non plus. Je pense que c'est pas les plus basés sur le féminisme, peut-être. Après, je dis il avec Dr Zoé, c'est pas entièrement ma ligne. Non, ça, ils n'ont jamais mobilisé les arrêts. Ça, je sais pas. Non, pas. Je pense au mieux, ça doit être le féminisme lutte des classes, quoi. Égalitaire dans la classe ouvrière.
Avis sur le porno. C'est un débat qui essaye de revenir là, je sais pas pourquoi, sur Twitter. Question. Après l'arrêt de certains... Ah bah oui, il y a des sites qui ont été arrêtés. T'en penses quoi? Gros débat ça dans le féminisme. Mais d'ailleurs, ça s'est un peu arrêté. C'était quoi la ligne? Il y avait ceux qui étaient en mode liberté sexuelle. Et ceux qui sont en mode porno égale viol filmé. Ouais. Ah oui. Oui, beaucoup de porno, c'est des viols filmés. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que c'est une raison... D'ailleurs, il y a de plus en plus d'actrices porno qui dénoncent ça. Bien sûr. Les conditions de travail sont éclatées. La société est éclatée. Les meufs se tournent vers le porno pour des raisons éclatées. Ouais. Du coup, ça produit des trucs éclatés. Je veux dire, il n'y a absolument rien d'étonnant à ça. Et c'est précisément pour ça que la solution n'est pas l'interdiction. Tu vas stigmatiser encore plus, puis ça va rien faire parce que... Les gens vont trouver des... Mais oui, comment tu vas Internet, après, ce qui était avant... Toutes les technologies se développent via le porno, en fait. Donc, désolé, mais ça va pas marcher. Beaucoup de gens passent déjà, de toute façon, Telegram, Twitter, etc. pour mater du porno. Ces plateformes, elles vont, je pense, se remettre de pas. Les gens, ils vont utiliser des VPN. Enfin, c'est à peine symbolique, quoi. C'est à peine symbolique. 30% d'Internet, le porno. Ah ouais. Ouais, non, c'est vraiment... Ah ouais. Mais quand tu dis 30%... Bah oui, je pense les OnlyFans et tout, c'est compté dans le porno. Non, je crois pas. Oui, donc 30% sont des trucs comme de cam... non, dans le... Ah oui. Je sais pas. C'est carrément un continent. Ouais, non, c'est le plus gros continent, presque. Bien sûr. Au Moyen-Âge, les gens s'échangeaient des gravures de porno entre... Ah putain. Ouais, bien sûr. Reprise des moyens de production OnlyFans. Est-ce que le porno féministe? Après, le truc de la loi... je veux dire, le porno, ça vise à quoi? À montrer une image de la sexualité dans le but d'exciter, de produire une excitation sexuelle chez quelqu'un. À partir de là, c'est sûr que si le porno peut participer plutôt à une culture sexuelle épanouissante qu'à une culture sexuelle oppressive, comme c'est le cas aujourd'hui, où, je veux dire, la pauvreté de l'imaginaire sexuel dans la plupart du porno hétéro est atterrante, quoi. Et tu le vois après quand tu rencontres les gars qui ont été élevés au porno, tu vois, c'est absolument atterrant. C'est faible. Pour autant, ce porno doit continuer à exister, tu vois. Mais bon, ce que défendaient les féministes pro-sexe, c'était justement de faire du porno un terrain, là aussi, le terrain d'un rapport de force, entre un porno dirigé par les hommes pour les hommes et un porno dirigé par les femmes ou les queers pour les femmes et les queers. T'as vexé beaucoup de monde. Ouf. Je suis faible. Désolé. Mais est-ce que, en fait, comme tu as dit, le porno, c'est des images pour exciter. D'ailleurs, le public, c'est majoritairement des mecs, même si je pense que c'est en train de se démocratiser. Oui, il y a des études là-dessus. Ouais. Mais est-ce que, malheureusement, mais ça, c'est un peu un pan de. Il faudrait que j'invite Quentin pour parler de ça, je pense. Mais est-ce que ça se joue pas. T'essayes de trouver des. Est-ce que ça se joue pas, malheureusement, à l'extérieur du porno? Est-ce que le porno ne répond pas je pense qu'il forge aussi des manières de le faire. Comme le diraient peut-être certains marxistes, c'est dialectique. Non, mais je veux dire, ça dépend où est-ce que tu mets. Est-ce que tu considères que la production culturelle elle fait partie de l'infrastructure ou de la superstructure? Évidemment qu'il y a un rapport dialectique entre les deux. Que du coup, à la fois, le porno est produit par les structures actuelles et à la fois, il participe à produire un imaginaire dans lequel, et du coup, il s'inscrit lui-même comme producteur de ces structures. Donc, c'est dialectique. Voilà. C'est dialectique. Est-ce qu'il y a une dernière question? 30% de meufs chez les jeunes, je crois, d'accord. Pas forcément, il y a beaucoup de femmes full patriarcales dans l'imaginaire. Oui, les marxistes ne se branlent pas car ils n'ont pas d'affect. Mécaniquement, il y a moyen quand même. De manière strictement mécanique et sans affect, je pense qu'il y a moyen. Même pour des marxistes. Reproduire, c'est produire. Je regarde, c'est une dernière question pour terminer. Est-ce que ça vous a plu, la discussion? C'est plus dialectique que les affects, j'imagine. Oh putain. Mais souvent, en plus, les gens je leur demande c'est quoi le dernier livre que tu as lu autour de marxisme, psychanalyse. Il n'y a rien, quoi. On ferait. Le plaisir de jouissance est psychanalytique de toute façon.
On veut revoir Morgane. Althusser n'avait pas d'affect. Tu t'aimes bien, toi, Althusser? Tu veux vraiment que je me prenne sauce sur sauce, toi? Ouais, j'aime bien. Bah, t'es de la revue Période, quoi. Vous aimez tous Althusser. Il a un peu réhabilité Althusser hier, Livio Boni. Donc, mais ouais, moi, il faudrait que je lise un peu plus. J'ai lu mais non, mais c'est parce qu'il a tué sa femme. C'est pour ça qu'il y a des... Ah, tu penses que c'est juste ça? Bah, non, alors, non, mais il y en a qui ont toujours... les marxistes humanistes, etc., ils n'aiment pas Althusser. Ouais. Pour des raisons politiques, oui, voilà, etc., bien oui, sûr. Oui, mais oui, je sais le truc avec sa femme. Moi, ça, franchement, je m'en fous. Je me situe pas du tout là-dedans. Oui, alors pas sa femme, hein, sur le truc théorique. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est censé être cancelled, quoi. Cancelled. Donc, ouais, toi, tu penses quand même c'est à lire Ouais. C'est lequel des marxistes des marxistes qui ont le plus fait kiffer? Il y a Althusser dedans? Ouais, je pense, ouais. Il y a qui d'autre? Il y en a... Bah après, moi, ça va être Federici, par exemple, tu vois. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai pas envie de dire qu'il y a les marxistes et les féministes marxistes. Oui. En fait, les féministes marxistes sont dans les marxistes. Non, puis en vrai, Marx, En fait, c'est très cool de lire Marx. C'est bien écrit. Mais sinon, c'est vrai que Althusser, j'ai bien kiffé. C'est bien de réhabiliter. Parce qu'en fait, j'aime bien son écriture. Ouais. Stylistiquement, c'est un peu fou. Hein. Stylistiquement, c'est un peu fou comme il écrit, mais ouais, j'aime bien. Moi, je crois que j'ai lu que pour Marx, c'est ça. Ouais. Et je pense que j'étais pas assez formé. Il faudrait que je le relise. Ouais. Parce que j'étais un peu perdu. Moi, j'ai lu ses articles là, sur l'interpellation, etc. D'accord. Ça, c'est trop... sur les appareils idéologiques d'État et compagnie. Paola Tab, tu connais? Tabé. Avec un T à la fin. Ton avis? Voilà. Non. Dans l'interdit, ce sera. Flora Tristan, c'était une esclavagiste. Paola Tabé, c'est à lire pour comprendre l'histoire du féminisme matérialiste, notamment. Bah tiens. C'est pas. Bah ouais. Althusser assassin. C'est un bon taf qu'elle a fait, quand même, Paola Tabé. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas sur Althusser assassin. Les gens. En fait, quelqu'un peut avoir fait un acte horrible tout en ayant écrit des bons trucs. Ouais, mais on va te dire que parmi toute la tonne de personnes qui a écrit des trucs, pourquoi c'est ceux-là qu'il faut mettre en avant? Genre, parce après, que, en fait. Pas spécialement très mis en avant. Non, mais en gros, si à la place, on pouvait trouver une meuf qui aurait fait la même chose, ce serait mieux. Mais sauf que moi, je la connais pas, cette meuf. Quoi. Oui, voilà, oui. Je veux bien que. Enfin, je sais pas, non, mais. On ne sépare pas l'homme de l'artiste. Mais moi, en fait, cette phrase, ce truc de l'homme de l'artiste. Mais en fait, ce que je comprends pas dedans, c'est que moi, je sépare les trucs en me disant, mais il peut avoir été un génie artistique et une grosse merde. Et c'est pas parce que c'est un génie artistique que je vais lui pardonner d'être une grosse merde, tu vois. Moi, ce débat, je ne le comprends pas. Ouais. Et bien sûr qu'aussi, je veux dire, le fait d'avoir été une grosse merde joue dans son génie artistique, mais c'est quand même une grosse merde. Pour moi, Céline, tu vois, prison, collabo, voilà. Et pourtant, Voyage au bout de la nuit est le plus grand livre. Pour moi, après, moi, je ne le connais pas trop en littérature, mais j'avais adoré Voyage au bout de la nuit. Et je me suis pas dit, le pauvre quand même, il mérite pas d'aller en prison, il a écrit un bon livre. Tu vois, c'est ça qui me, qui me fascine. Bah, ah oui, et il y avait quelqu'un qui demandait, oui, moi Polanski, j'avais beaucoup aimé ses films précédents. Après, le problème, c'est le traitement médiatique que tu peux questionner. Tu vois, par exemple, Bertrand Cantat. Moi, je sais pas si tu as vu un documentaire sur Netflix. Ouais, je vais pas regarder, mais parce qu'en fait, je comprends pas trop pourquoi, enfin l'intérêt. Mais moi, je comprends pas. Ah, ben moi, ça a eu de l'intérêt. Parce que je connaissais pas du tout l'histoire de Bertrand Cantat. Je savais qu'il avait tué sa femme, mais je m'étais pas intéressé à ça. Et en fait, ce qui est fou dans Bertrand Cantat, c'est pas tant que le gars est dégueulasse, c'est le traitement médiatique qui est incroyable, qui est hallucinant. Comment ils ont vraiment protégé Cantat, comment ils en ont rajouté des couches et tout. Et en fait, tu vois que dans la production, et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Mais je pense que c'était pas leur volonté à eux, tu vois. Mais tu te dis, putain, mais comment, plutôt que de viser que Cantat, qui est une grosse merde, dire, mais qu'est-ce qui a fait que Cantat a pu faire ce qu'il a fait, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que moi, à l'époque, c'était ma mère, elle était en mode « Ah oui, mais c'était une dispute, ils étaient drogués. » Tu vois, le discours classique. Donc, je suis pas allé ailleurs. Mais c'est le discours que tu entendais vraiment à la télé, quoi. Et allez, dernière question, il y avait quelqu'un qui te demandait, mais je sais pas si tu connais, David Harvey. David Harvey, vite fait. Je crois que c'est pas mal, hein, sur la ville et tout, et puis sur ses lectures du Capital. Je crois que c'est. Moi, j'en avais lu. J'ai lu vite fait David Harvey, j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Je mettrais pas ça en mode c'est révolutionnaire, mais c'est bien. Cool. Ça te. Tu sais, à la fois, tu
tu t'appréhendes un peu des objets de pensée, tout en révisant un peu ton marxisme finalement, parce que du coup, il tient à conserver vraiment un truc assez pédagogique là-dedans. Donc, je pense que c'est assez formateur, Hervé. C'est des trucs en mode curiosité cool. Ouais. Ça te renverse pas le truc, mais t'es c'est cool, je savais pas, c'est vrai effectivement. Voilà. Et puis si t'as peur de quand t'es dans cette période où t'as peur de lire des noms marxistes, tu es tout le temps un peu rassuré sur le fait qu'on est bien dans du marxisme. Oui. Lio trop forte. Oui d'ailleurs soutien Lio, je pense que tu connais pas le truc. Mais Lio avec Quentin, c'est une folie, je savais pas aussi. Lio, j'ai vu quelques trucs. Ah, elle a été avec lui ? Non. C'était la seule à le condamner et on la prenait. Ouais, sur le néolibéralisme, Hervé. Ouais, tout à fait. Et on la prenait pour une folle, quoi. Ok. Et en fait, c'était la seule. Lio, je crois, elle est bien. Ah ouais, mais j'ai été étonné. Tu sais qu'il était allé avec son ex-femme. Enfin, oui. Ouais. Et qu'elle était en mode, mais c'est dangereux ce qui est en train de se passer et tout, et personne ne l'a écouté. Et il y avait une dernière question. Rancière tu lis Rancière ? Non, je lis pas Rancière. D'accord. Je devrais. Mais je ne lis pas tout. Et notamment, j'ai pas lu Rancière et c'est un défaut. Ouais. Après, on peut pas tout lire, quoi. Voilà. Et les rats de femme, ton avis sur les rats de femme ? Bah pour moi, c'est les mat femme, quoi. C'est les féministes matérialistes. Ouais. Par exemple, Solanas, tu la mettrais, c'est peine radicale. Solanas, c'est différent. C'est cool, hein. Solanas, c'est très différent. Ça change, et d'ailleurs... Mais parce que là, c'est... Bah, ça revient sur le truc de la victime que tu avais dit. Ouais. Et là, t'es en mode, waouh. Et puis, moi, j'ai une thèse qui est que Solanas, en tout cas dans le Scum Manifesto, pour moi, ce qu'elle exprime, c'est pas une détestation des hommes. Pour moi, il mérite même pas qu'elle y mette de l'affect. Enfin, tu vois, dans la manière dont elle les décrit... Finalement, elle est pas en posture détestation affective. Ouais. Elle est genre, objectivement, c'est des merdes. Et c'est dit de manière très scientifique, tu sais, c'est posé vraiment. T'as une observation scientifique de comment les mecs sont des merdes. Ouais. Et voilà, c'est un constat très objectif. Et en même temps, clairement, dans ce qu'elle appelle. Ah, mais tu l'avais pas vu ? Si, mais on finit dans 5 minutes. On finit là, on finit. Ouais, de toute façon, on termine là. Tu veux dire un mot ? Viens, Marlène. On voit qu'on a de la visite. Viens, Marlène. Marlène, je sais plus. Rosato. Oui, non, mais je sais pas avec. Tu sais quoi ? Comment ça va, Marlène ? Ça va et toi ? Marlène qui a fait un très très bon texte sur l'Europe. Mercredi, il va être publié ou t'intervenais ? Ouais. Mais je savais pas. Mais c'est pas grave, mais en fait... c'est pour ça, moi, j'étais on s'en fout d'entendre des gens parler. Ouais, puis après, je t'ai eu au téléphone, etc. Je t'ai dit c'était super et tout. Non, parce qu'en fait, c'est un texte qui s'est inspiré d'un autre texte que j'avais écrit dans Contretemps, qui est déjà paru. Et toi, Marlène, est-ce qu'on peut le dire, tu t'occupes aussi de l'événement en juin, et d'ailleurs demain, je veux le dire, l'événement en juin de Histoire. On peut le dire ? Ah oui, oui. Tu fais partie Historical Materialism. Ouais. Donc tu peux en parler vite fait et dire quelles sont les grandes figures qui viendront pour donner envie aux gens. Vas-y. Là, tu joues sur leurs affects. On a une super plénière d'ouverture qui fait un état. Du programme, c'est ça. T'es plus dans la sauce. On a un super programme d'ouverture et de fermeture sur les structures du capitalisme en ce moment. Avec Cécilia Recap sur l'intelligence artificielle, très très stylée. Sandro Bezzadra aussi, qui va intervenir dans la même plénière. Et ensuite, je vais juste... Il y a Ouria qui va venir aussi à un moment donné. Ouais, Ouria qui intervient dans un panel sur la nation avec Pierre-Aurélien Delabre et Roger Martelly. D'accord. Voilà, donc un bon débat sur... et Panayotis Sotiris aussi. Ah oui, Sotiris, voilà, alors. Sotiris qui va... un marxiste grec très, très chaud, qui a plusieurs articles sur Revue Période. Très très bien à les voir. Comment il articule il a Althusser lui, non, c'est ça? Althusser, Poulantzas et Gramsci, ces articles. Aïe. On n'en parle pas assez de Poulantzas, mais il faudra qu'on en fasse un sujet. Et donc c'est du combien au combien? Tu connais pas la date? Largement, 26-28, non, totalement autre chose. Mais c'est après le Salon du Bourget, il me semble. Ouais, je crois que c'est 26-28, un truc comme ça. C'est le 21-22, donc c'est le week-end d'après.
Et donc, tous les marxistes doivent y aller, on est d'accord? Ah ouais, il faut y aller, bien sûr. Bien sûr. Il y aura de la variété. Le programme est paru en ligne. Le programme est, le programme est en ligne. Eh ben écoutez, ah oui, je suis triste, j'arrive à la fin du passage de Morgane Nilone, je pense que tu vois qui c'est sur Twitter. Oui. Ouais. Bah tu pourras avoir la VOD et de toute façon, vas-y Morgane, t'inquiète. Vas-y Morgane. Merci beaucoup Morgane, merci. Merci à toi. Merci. Je vais rester pour les 24 heures. De toute façon, peut-être que. Moi, je vais. Mais profite de ta journée. Merci encore. J'espère que ça vous a plu la discussion avec Morgane. Pas de projet de livre prévu. Pour l'instant, non. Allez lire les articles qu'il y a sur Revue Période. Féministe de la totalité, tout ça. Si, j'interviendrai à l'université d'été. Ah oui, tu viens à l'université. Je serai à distance. Oui. Mais parce que toi. Il y a les vacances, quoi. Voilà. Ouais, ça. 15 juillet, je suis plus à Paris. Et merci à toi, Romain. Merci pour cette. La main. Mais je vais te serrer la main aussi, excuse-moi. Mais je voulais dire merci à Romain. Merci, qui était là, merci Romain. Moi, je on voulais peut pas toujours rester 2 heures à 10. Je voulais pas parler 2 heures toute seule. Donc, je suis désolé. Vraiment, merci. Je suis désolé. Mais non, du coup, c'était très cool en vrai. Bon, ça va alors. J'avais pas réussi à meubler.